Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Je suis Gauthier Zimmerman et bienvenue dans Design Journeys. Design Journeys, c'est le podcast qui part à la rencontre des talents du design francophone. À chaque nouvel épisode, je discute avec un ou une designer à propos de son parcours, de son métier et de son quotidien. Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute! Jordan, enfin tu es là. Enfin, pour ce 40e épisode de Design Journeys, on peut parler ensemble, parce que depuis le temps que j'ai envie de t'avoir dans l'émission et de discuter avec toi, je suis ravi de te recevoir. Tu es l'une des personnes grâce à qui j'ai commencé ma carrière dans le design, et on va parler de tout ça aujourd'hui, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît ? Oui. Merci beaucoup Gauthier pour l'invitation, très content de pouvoir échanger avec toi. Je m'appelle Jordan, je viens d'avoir 32 ans. J'ai la chance d'être le papa d'un petit garçon qui va bientôt avoir 3 ans. J'aime pas mal de choses dans la vie, le sport, les voyages, assez curieux de nature. Et je suis aussi du coup le cofondateur et le CEO de The Design Crew, qui est une entreprise spécialisée en product design avec 3 activités principales, de la formation, un design studio et de l'aide au recrutement pour les entreprises. Plein de choses dont on va parler dans cet épisode. Avant tout ça, j'aimerais bien te poser la question que je pose à tous mes invités, c'est comment toi, t'en es venu à faire du design ? Version longue ou version courte ? Version longue, allez. Du coup, je pense comme pas mal de gens dans le design, un parcours atypique. J'ai fait une école de commerce que j'ai arrêtée en cours de route. Parce que après le bac, comme pas mal de gens, je savais pas exactement ce que je voulais faire. Et en gros, j'étais pas convaincu par l'enseignement qui était proposé par l'école dans laquelle j'étais, qui était une école de commerce post-bac que tu intégrais sur concours. Et j'ai toujours été convaincu que la valeur d'une personne, ou de moi en l'occurrence, se résumait pas qu'à un bout de papier, à savoir le diplôme, et qui était plutôt basé sur mes compétences et qu'est-ce que je serais capable d'apporter à une entreprise. Et du coup, donc j'ai arrêté ça en cours de route. J'ai eu la chance de faire des échanges à l'étranger, aux Pays-Bas, en Chine. Et donc c'est en rentrant de Chine que j'ai arrêté ça. Et donc j'ai fait plein de choses, quoi. J'ai fait plein de choses, j'ai raté plein de choses, réussi un peu d'autres. Et en gros, de fil en aiguille, je suis arrivé dans une petite entreprise qui s'appelait Andiamo, qui est dans les handisports, en tant que business developer. Donc rien à voir avec le design pour le moment. Mais en gros, comme j'étais le jeune de la boîte et qu'on était une toute petite structure, on m'a dit il faut que tu refasses le site internet. Et donc j'avais absolument aucune connaissance là-dedans. Par contre, ils avaient déjà travaillé avec une agence sur toute la refonte. Et donc j'étais un peu chef de projet sur cette partie-là. Et de fil en aiguille, beaucoup de frustration avec cette agence-là. On perdait pas mal de temps sur les allers-retours, les phases de conception, etc. Donc pas mal de temps et pas mal d'argent. Et donc à un moment donné, je me suis dit il faut que j'arrive à matérialiser un petit peu la vision qu'on avait de ce site-là. Donc c'était purement un site vitrine, pas d'une complexité très, très importante. Et du coup, c'est un ami à l'époque, c'était en 2011, un truc comme ça, 2012, qui m'a passé une version craquée de Photoshop. À l'époque, on était là-dessus. Classique. Exactement. Et du coup, j'ai commencé à bidouiller des choses là-dessus. Et donc, purement sur le côté interface, tu vois, je me posais pas du tout la question, je savais pas du tout ce qu'était que le produit ou l'UX, etc. C'était vraiment les prémices de ça. Et donc, on commence là-dessus, je bidouille ça sur Photoshop et je me rends compte que j'adore ça. Et que on arrive à aligner un petit peu tout le monde autour d'une solution et d'une vision commune. Et donc, je transmets ça un petit peu à l'agence qui s'occupe de l'implémentation. Et là, ça y est, je suis piqué, je suis mordu et je fais ça tout le temps, quoi. Je fais ça le soir, je fais ça la nuit sur des projets fictifs. Et du coup, je continue à pousser un petit peu dans cette direction-là, avec l'ami qui m'a passé cette version craquée de Photoshop, qui lui était très bon plutôt côté brand, stratégie de marque, identité, etc. On lance une petite agence. Alors juste avant de parler de l'agence, ouais. moi tu dis je fais des petits trucs le soir, la nuit, etc. Ouais. Ça se matérialise comment ? Tu fais quoi ? Je sais pas, tu vas sur d'autres sites internet et tu essayes de les copier pour comprendre comment ça marche. Tu te dis, je sais pas, j'ai envie de faire un site internet pour des plantes et je fais un site pour des plantes. Comment tu... Déjà, je voyais des choses intéressantes, mais par contre, j'étais frustré parce que j'arrivais pas à les matérialiser. Du coup, j'ai essayé de pousser un petit peu l'outil Photoshop. Donc, j'ai acheté un bouquin, je crois que j'ai toujours à la maison sur tuto Photoshop, quoi. Et du coup, je commence à bidouiller des choses là-dessus. Et après, c'est plutôt de la recopie. Et après, une fois que j'arrive à recopier, j'essaie d'améliorer, quoi. Ok, donc du coup tu fais ça, tu te perfectionnes et à un moment tu pars et tu décides de cofonder une petite agence. Que je fais en parallèle de mon travail chez Andiamo, ouais. D'accord. Et du coup, je t'ai coupé, désolé, t'étais en train de parler. Du coup, ouais, il y a cette question-là que j'avais qui est, tu commences des sites internet, tu viens nous le dire, tu travailles le soir, etc. À quel moment vous décidez de faire une agence ? Et la première question que j'avais, c'est surtout quelle est un petit peu la volonté qui est derrière ça et la légitimité que toi tu as à faire ça. Ouais.
C'est une bonne question, parce que je pense que le syndrome de l'imposteur, on le voit beaucoup chez pas mal de personnes qui passent chez The Design Crew, et toujours ce que je dis, c'est que moi je l'ai toujours, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder, il faut en faire une force, et je pense que c'est une caractéristique qui est définie la plupart des très bons designers que j'ai vus, c'est qu'ils ont cette humilité. Donc je j'ai pas la prétention de dire qu'ils ont le syndrome de l'imposteur, mais ils ont cette humilité de toujours se remettre en question, de toujours vouloir progresser, s'améliorer, etc. Et donc c'est vrai que ma légitimité, je l'avais surtout chez mon entre guillemets associé, mon ami qui était vraiment excellent là-dessus, et donc j'apprenais beaucoup de lui. Et en gros, ça nous est venu un petit peu comme ça, surtout par opportunité. Donc en gros, l'agence, comme on faisait ça en parallèle, c'était plutôt sur des relations proches. Okay. Des personnes qui avaient des besoins assez ponctuels ou récurrents sur cette partie un petit peu branding, identité de marque, stratégie de communication visuelle, site internet, etc. Donc c'était la plupart du temps souvent des sites vitrines, donc pas encore une fois d'une grande complexité. Donc on faisait plutôt ça par opportunité. Moi, ça me permettait de progresser à ses côtés, de progresser en travaillant sur des projets concrets, okay. Et de me faire la main là-dessus. Et ça a confirmé mon hypothèse que j'adorais vraiment ça, et que après avoir raté beaucoup de choses, essayer et toucher du doigt pas mal de domaines, je me suis dit là je tiens enfin peut-être mon truc, quoi. Et tu parlais un peu de stratégie de marque, d'identité visuelle de site internet. Toi, tu te concentres quoi, que sur la partie site internet, ou aussi tu fais du branding aussi? Non, je suis pas très bon là-dessus. À partir de là, tu décides déjà à ce moment-là que la brand c'est pas fait pour toi, et tu pars sur autre chose. Ok. Si on se remet un peu, j'ai noté que c'était à partir de 2013 plus ou moins. Si on se remet un peu dans le contexte aujourd'hui, qu'est-ce que cette expérience, elle t'a appris, et qu'est-ce que tu en retires pour la suite? Sur l'agence ? Ouais. Le relationnel. Le relationnel et l'alignement. Et déjà, à cette époque-là, tu te rends compte que... mais c'est normal parce que c'est un biais culturel qu'on a en France sur l'interprétation du mot design, mais que vraiment le design, c'est purement interface artiste et qu'on t'enferme là-dedans. Et comme moi, entre guillemets, je pars du principe que c'est une chance, tu vois, avec le recul, d'avoir un parcours un peu atypique avec un background plutôt business, école de commerce, même si c'est assez basique, tu vois, ce qu'on nous apprend en école de commerce. Mais en gros, je viens pas d'une école de design traditionnelle où c'est pas des grands concepts, c'est pas de l'art, c'est pas du design graphique ou du design industriel ou des choses comme ça. Et du coup, j'ai toujours aimé savoir pourquoi est-ce que je faisais les choses, et donc je m'arrêtais jamais que à de l'interface. C'était quoi déjà ta question de... C'était non, t'inquiète. C'était un peu qu'est-ce que ça t'a appris et qu'est-ce que t'en retires? Donc comme je disais, sur le côté relationnel, parce qu'on t'enfermait dans de l'interface et on t'enfermait surtout dans une espèce de brief client. Et du coup, tu vois, ce côté argumentation pour expliquer un peu tes choix, c'est peut-être ça aussi qui m'a fait comprendre que c'était peut-être pas que de l'interface, mais qu'il y avait une vraie réflexion sous-jacente avec des besoins de la part d'utilisateurs, avec des objectifs forcément business, avec des contraintes de faisabilité technique, tu vois. Mais t'avais déjà conscience un peu de tout ça à l'époque, parce que en 2013, le UX UI design, on va dire, product design, le terme n'existe pas trop encore en France, voire même pas du tout. Et à ce moment-là, t'es plus c'est plus de l'exécution de je suis plus carrément web designer, quoi. Ouais. Mais par contre, je me rends compte que je suis frustré que des personnes me disent ok, il faut faire ça, et quand tu leur poses la question de pourquoi, il n'y a pas forcément c'est plutôt très subjectif. Okay. Et vraiment chaque personne dans la salle a un avis différent, quoi. Okay. Et du coup, l'alignement, tu vois, de ces personnes-là autour d'un projet commun, quoi, et de les questionner, etc., j'ai trouvé ça hyper intéressant et hyper challengeant. Je pense que c'est un sujet sur lequel on reparlera quand on parlera du studio The Design Crew, parce que tu as eu beaucoup d'expérience entre temps, et donc du coup je pense que ta réflexion a mûri. Pourquoi l'aventure de la petite agence s'arrête au bout de 2 ans, je crois, au bout de 2 ans? Par pur fit humain avec la personne avec laquelle j'étais associé, où on s'est éloigné. On était très amis, donc c'est une personne que j'avais rencontrée en école de commerce. Et au final, on a eu des divergences de points de vue sur le développement, etc. Et donc ça s'est arrêté comme ça. Ok. Est-ce que c'est pendant que tu étais aussi en agence où tu commences à te former chez Le Wagon, ou c'est une fois que tu as fini C'est une fois que j'ai fini. Où en gros, une fois que j'arrête cette agence-là, je décide de lancer une application. Okay. Je crois que celle-là, tu l'as pas. Non, celle-là, je l'ai pas. et qui, en gros, tu vois ce que c'est, Shaper, ou pas? Les opportunités un peu autour de toi. Ouais, c'était pas une sorte de un peu Tinder professionnel, non? C'est pas ça? Ouais, tu rencontres quelqu'un qui a un profil qui t'intéresse, tu swipes, et si vous êtes tous les deux OK, vous allez déjeuner. Exactement. Et justement, avec cette petite agence-là, et en ayant fait pas mal de salons, d'événements avec mon ami, j'étais convaincu en fait qu'on pouvait apporter une réponse
un besoin de plein de boîtes qui étaient autour de nous, quoi. Parce que Ouais. c'était des salons de des milliers de personnes. Et en fait, j'étais hyper frustré parce que j'étais convaincu qu'on se ratait et que tout le monde se ratait. Ouais. Et du coup, je me suis dit, il y a un truc à craquer de, en fait, si tu mets en avant ce que tu recherches et ce que tu peux proposer comme type de service, et que les gens, et que tu matches les gens de façon géolocalisée automatiquement, si j'arrive dans un périmètre de 10 mètres, bah, en fait, là, je reçois une alerte de, putain, il y a quelqu'un qui est intéressé par ce que je propose et inversement. Bah là, rencontrez-vous, quoi. Et du coup, de créer des synergies, de créer des opportunités. Et donc j'ai cette idée-là. Je commence à drafter, tu vois, deux, trois maquettes. Et j'en parle avec quelqu'un qui à l'époque dev mobile chez WeThings. Ok. Et je le convainc de me rejoindre à 100% sur l'aventure. Et du coup, on est tous les deux. On commence à faire un premier MVP de ça. On rejoint à l'époque The Family. Okay. Et du coup, on commence à lancer ça. Ça prend un petit peu. Et en fait, un coup dur, François, du coup, qui était mon associé plutôt CTO, me dit que il achète un appartement, qu'il a du coup maintenant des contraintes financières, quoi, de rentrée d'argent, etc. Et du coup, j'ai essayé de faire vivoter un petit peu ça, tu vois, à côté, solo. Mais je voyais que j'étais pas forcément suffisamment habité par la vision, la mission de la boîte pour, tu vois, pour m'arracher et pour faire vivre ça, pour rentrer dans une mécanique de levée de fonds où j'ai jamais eu une appétence, tu vois, pour ça. Et du coup, donc, la boîte a doucement éteinte, quoi. Okay. Et du coup, le wagon, c'est... Et le wagon, c'est à ce moment-là, c'est vraiment en parallèle, parce que je me rends compte que pour discuter avec François et pour mieux anticiper ces fameuses contraintes techniques, quoi, j'ai besoin de m'y connaître un petit peu plus, quoi. Okay. Et donc, c'est pas du tout pour apprendre à coder. Et d'ailleurs, c'est pas tu vois, la baseline du wagon, c'est plutôt genre change de vie, apprends à coder et pas deviens développeur. Et du coup, c'est plus pour tu vois, m'améliorer dans ma connaissance et ma culture générale technique, dans leur langage, dans les contraintes de faisabilité, de pouvoir anticiper des contraintes sur le temps que ça peut prendre, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, qu'est-ce qui est scalable ou pas, quelles sont les dépendances avec différents écosystèmes de ton produit. Et donc, ça m'a pas mal aidé là-dessus. Ouais. Je crois que tu es un des premiers, si ce n'est le premier dans le podcast, à me dire que justement que tu as travaillé un peu cette connaissance technique. Parce que d'habitude, la plupart des product designers qui passent dans le podcast sont principalement orientés design, recherche utilisateur, mais pas trop côté technique. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant parce que ça te permet, comme tu le disais, d'anticiper des problèmes et parfois d'améliorer ta communication avec les développeurs, ce qui est hyper important. Qu'est-ce qui fait que, du coup, une fois que tu as fait tout ça, une fois que tu as fait le wagon, comment tu te retrouves chez chauffeur privé? En gros, comme j'étais encore une fois piqué de ça, je faisais je continuais en fait mes projets fictifs. Ok. Et je postais ça sur Dribbble. Mais tu vois, pour revenir sur ce que tu disais avant, peut-être que je suis une des premières personnes à avoir développé, tu vois, ces compétences techniques, en tout cas qui vient parler dans le podcast. Mais du coup, peut-être que j'avais aussi plein de lacunes sur le côté user research, sur le côté un peu réflexion, où en fait, j'en avais jamais fait. Tu vois, je savais pas ce que c'était. Tu vois, les entretiens, des tests, c'est quelque chose qui est venu bien après, chez Chauffeur Privé justement. Et donc, je pense que tu vois, les profils s'équilibrent et viennent avec des forces et s'améliorent au fur et à mesure, quoi. Et du coup, comment est-ce que j'en suis arrivé chez Chauffeur Privé? C'est justement ces projets fictifs qui m'ont valu de recevoir un message de Rémi Bardou, qui était à l'époque PM chez Chauffeur Privé, premier PM, qui maintenant est CPO chez Se Loger, et qui m'a dit on cherche à recruter un designer, est-ce que tu veux échanger, quoi. Ah, trop bien. Et du coup, je fais trop cool, le service est hyper intéressant, l'application n'avait pas bougé depuis 3-4 ans, je crois, depuis la création. Du coup, énorme sujet de refonte là-dessus. Et du coup, j'ai fait les entretiens avec Rémi, avec Anne-Carole, qui était CMO là-bas, qui est maintenant CMO chez Swile. Et j'ai rencontré les fondateurs, avec Yann, le CEO, et ça l'a fait. Je savais, vraiment, quand je suis arrivé, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Ouais. Et du coup, mon syndrome de l'imposteur s'est vraiment décuplé. Mais tu vois, j'ai essayé de transformer ça en force, de me dire, ok, en fait, il faut que... Désolé pour l'expression, mais il faut que je me sorte les doigts, quoi, pour arriver à délivrer et avoir de l'impact, parce qu'il y a un gros enjeu pour la boîte. L'application, c'est le sujet, le support numéro 1 qui était utilisé à l'époque par des millions de gens, où il y avait une croissance organique hebdomadaire de 15% par semaine, ce qui était vraiment colossal, quoi. Du coup, je pouvais pas me rater, quoi. Ouais. Et justement, je voulais savoir, parce que j'ai vu, du coup, en faisant des recherches sur l'épisode, toi, tu as bossé sur la refonte des apps iOS Android. Ouais. En tant que premier product designer, t'arrives, t'as jamais fait de product design? Non. C'est quoi l'ambiance générale? C'est quoi tes missions? Toi, qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'y prends? Parce que tu parles du syndrome de l'imposteur, mais
Enfin, pour moi, chauffeur privé, c'est ensuite qui est devenu captain, mais c'était une des grosses forces motrices du product en France. Il y avait des product managers de fou. Toi, tu arrives là, tu le dis, tu t'en as jamais trop fait, tu sais pas trop comment ça se passe et tout. Comment ça se passe comment le petit Jordan qui arrive là anticipe tout ça ou le vit? Bah, quand je suis arrivé, on devait être 50, 60, un truc comme ça. Donc, Rémi était le premier seul PM. Il y avait 2 devs Android, il y avait 2 devs iOS. Et en fait, j'avais des interactions quotidiennes avec Rémi. J'étais assis à côté de lui, donc j'ai énormément appris de Rémi. Okay. Il m'a fait progresser à une vitesse assez incroyable. Il était hyper pertinent. Lui avait pas mal d'expérience dans la création justement d'applications et de produits assez complexes par le passé. Du coup, j'ai juste beaucoup appris de lui, quoi. J'ai bu. Et en fait, ce qui était... en gros, on m'a refilé un bébé qui était énorme, quoi. Et du coup, de savoir par quel bout prendre ça, je me suis reposé sur Rémi et de comment le prioriser. Et c'est là où, tu vois, je lui posais des questions sur comment est-ce que je peux avancer. Je discutais déjà beaucoup avec les développeurs. Tu vois, je les intégrais aussi dans les processus de conception. De comprendre aussi ce qui marchait pas sur l'existant. Du coup, je suis allé faire des guérillas à Beaugrenelle, parce qu'on était à Issy-les-Moulineaux. Donc, je suis allé à Beaugrenelle pour essayer de faire, de comprendre quelles étaient les frictions rencontrées par les utilisateurs. Donc, c'est là où je commence à appréhender cette phase de, en fait, c'est pas juste un truc esthétique ou un truc pour moi, mais qu'il y a des vrais enjeux derrière, quoi. Et t'apportes une vraie réponse ou t'essaies d'apporter une réponse à un besoin de la part de personnes réelles, quoi. Et du coup, j'apprends de lui, beaucoup de Yann aussi, qui est le CEO, un ancien consultant. Donc, je pense qu'on verra aussi par la suite de l'épisode, mais à quel point je pense je me suis nourri, tu vois, des différentes personnes et qui m'ont amené, tu vois, à créer The Design Crew. Ouais. Et donc, je me repose beaucoup sur Rémi, quoi. Dans tout ce que tu dis, j'ai l'impression que tu apprends énormément, que tu découvres plein de choses que tu n'as jamais faites auparavant. Pourtant, tu restes pas très longtemps. Non. Comment ça se fait? Est-ce que tu t'y retrouves pas ou est-ce que t'apprends pas assez vite? J'en ai pas l'impression, mais tu vois, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. On peut en parler, mais c'est plus un alignement de valeurs et de fit humain. D'accord. Et du coup, je m'entendais extrêmement bien avec Rémi, Yann, Carole, etc. C'était plus... on en avait discuté hyper ouvertement, tu vois, mais avec Yann, où en fait, je suis arrivé à un stade où il avait des interactions quotidiennes avec tous les directeurs ou tous les C-level de la boîte et moi. Et en fait, c'était peut-être un peu too much pour lui d'avoir autant d'interactions. Il n'y avait pas encore ce niveau de strat et de management qui était en cours de construction dans la boîte, et on était différents dans la manière de fonctionner. Et encore une fois, j'ai énormément appris de lui, mais je me suis vite rendu compte que c'était pas forcément un environnement dans lequel je pouvais m'épanouir en tant que personne. J'ai énormément progressé en tant que professionnel, et du coup j'ai dit je m'occupe de ce gros chantier là. Donc en effet, j'ai fait 6-7 mois, quoi. Je m'occupe de ce chantier là et après je pars. Ok, donc a posteriori, en fait, t'as plus un... On peut se dire que tu avais plus un rôle comme pour avoir un freelance où tu arrives, tu fais une mission et ensuite tu passes à la suite. C'est pas du tout l'état d'esprit dans lequel j'étais arrivé. Ouais, bien sûr. Mais de fil en aiguille, en avançant, je me suis dit, ça va pas forcément être un environnement pour moi, parce que j'accorde énormément d'importance à l'humain. Et tu vois, en fait, j'ai un parcours qui par moments était chaotique, un peu difficile, mais je me suis toujours dit, écoute-toi, tu vois, sois en phase avec toi-même. Et du coup, je voulais un peu continuer ça, quoi. Je t'en parle un peu parce que toi et moi on se connaît depuis un petit moment. J'ai fait The Design Crew et tu sais que je change de taf à peu près tous les ans, et c'est pour ça aussi. En fait, je m'étais jamais rendu compte avant de repasser sur ton profil que toi aussi tu avais pas mal changé en fait assez régulièrement jusqu'à The Design Crew. Et je pense que c'est assez intéressant aussi de parler du fait que quand t'es product designer et que ça se passe pas bien, en fait, ça sert à rien de rester. Bon, ça marche pour n'importe quel taf en fait, mais il vaut mieux s'écouter et aller dans un environnement plus sain ou qui correspond plus à nos valeurs pour avancer. Par la suite, tu passes du coup chez Convargo. Ouais. C'est ça ? Qui après s'est appelé Everroad et qui maintenant a été racheté par Sender, mais ouais. Exactement. Donc toi, t'arrives là aussi en tant que premier product designer ? Ouais. En gros, Maxime Legardet, le CEO, venait de faire un site de 2 millions d'euros et a composé son équipe un peu cœur. Ouais. Et donc en fait, il recrute Johan, qui était un des lead devs de chauffeur privé en tant que CTO. Et du coup, il y a l'opportunité de le rencontrer. Et donc, c'était le moment où, encore une fois, je me posais des questions sur un chauffeur privé, mon avenir, etc. Donc, je vois cette opportunité-là. Pas du tout sexy sur le papier, transport routier de marchandises. Par contre, le charisme de Max,
te retourne un petit peu le cerveau. Et c'est marrant parce que Léa Mendes, que j'ai reçue dans le podcast aussi, m'a dit exactement la même chose. Ouais. Puisque c'est elle qui prendra ta place ensuite. On en reparlera, mais elle m'a dit exactement la même chose. Ouais. Et quelque chose de super positif au tout début et qui a peut-être ses limites, tu vois, sur du très long terme ou du tas de vision. Mais en tout cas, personne incroyablement inspirante. Pareil, j'ai énormément appris, tu vois, à ses côtés. Et du coup, j'arrive, je pense, je sais pas, 5e employé, un truc comme ça, Ah ouais. où il y avait un ancien directeur commercial qui avait 20 ans de bouteilles dans le transport, Johan CTO, Christophe qui était un dev, peut-être Joseph en opération. Donc ouais, 5-6e, quoi. Et tu fais quoi? Je m'occupe de toute la création. En fait, ils avaient commencé à travailler avec un freelance. D'accord. Sur web. En fait, c'est pour resituer un petit peu le contexte de ce que faisait Convargo, c'était de mettre en relation les expéditeurs de marchandises avec les transporteurs routiers. Donc à l'époque, en fait, tu avais des intermédiaires, des middlemen, qui prenaient le besoin de la personne qui voulait expédier 10 palettes de Paris à Marseille, et qui donc prenait cette demande-là, et qui allait derrière taper à la porte de son réseau de transporteurs pour savoir où étaient les transporteurs de telle ou telle personne, quelles étaient leurs capacités de stockage. Et en fait, ça apportait une opacité au niveau des prix qui était assez importante, et surtout une efficacité, une efficience opérationnelle assez forte. Et surtout que c'est un marché qui est extrêmement fragmenté, avec je crois 90% à l'époque des transporteurs qui étaient des toutes petites boîtes, surtout familiales. Et du coup, le but, c'était de mettre directement en relation ces expéditeurs de marchandises, de proposer un prix fixe, unique, transparent pour tout le monde, de prendre une commission là-dessus, et de mettre ça en relation avec des transporteurs qui pouvaient juste choisir en fait les lots qu'ils voulaient transporter et dispatcher ça à leur réseau transporteur. Et du coup, tu avais une plateforme à faire côté expéditeur de marchandises où tu renseignes plein de caractéristiques par rapport à ce que tu voulais expédier. Et de l'autre côté, une plateforme pour les transporteurs où en fait, tu vois en fait tous les lots qui ont été postés sur la plateforme et comment est-ce que tu peux du coup derrière matcher ça avec tous tes transporteurs en fonction de leur géolocalisation, en fonction de leur capacité de stockage. On avait créé une application aussi qui a été un flop énorme. Et du coup, donc, je m'occupais un peu du MVP de tout ça, quoi. Tu parles d'une application qui fait un flop, tu parles du transport routier qui est un milieu qui est quand même vachement imperméable aux nouvelles technologies, Ouais. ou en tout cas à l'époque. C'est pas trop frustrant, toi, en tant que product designer, d'essayer d'arriver, de créer un produit qui a du mal à prendre, ou même tu parles de l'appli qui prend pas du tout. Est-ce que c'est quelque chose que tu as senti déjà quand tu faisais de la recherche utilisateur, si tu en faisais, ou tu étais vraiment en mode tunnel, tu arrives et en fait tu craches de la maquette? Est-ce que tu t'es servi de ce que tu avais appris chez chauffeur privé chez chauffeur privé J'ai Captain aussi qui me venait en tête, ça a fait un truc un peu bizarre dans ma tête. Pifrina, ouais, après t'en as Pifrina, ouais. Donc comment en fait un peu tout ça, quel est ton état d'esprit au fur et à mesure je pense qu'on a fait plein d'erreurs, moi le premier, mais en gros t'arrives sur un marché où il y avait pas mal d'acteurs aussi qui étaient concurrents. Tu sens qu'il y a une grosse attente de la part des investisseurs avec Max qui avait un track record assez bluffant, tu vois, chez Rocket Internet. Donc, tout le monde attendait un peu au tournant. Ouais. Et du coup, tu es dans une phase de MVP où tu te poses pas trop de questions, quoi. Okay. Tu dois dépiler et c'est souvent là où tu fais des erreurs, mais c'est toujours l'exercice le plus difficile d'arbitrer entre, tu vois, vélocité, on doit shipper, mais comment est-ce que tu prends le temps de s'assurer que tu vas shipper les bonnes choses? Et clairement, on n'avait pas fait ça. Et donc, côté plateforme de transporteur, plateforme d'expéditeur, ça marchait bien. Par contre, côté application, pas du tout de conversion ou de rétention là-dessus. On a vu trop grand. Et du coup, a posteriori, trop dommage parce que, et c'est un peu à chaque fois l'exemple que je donne quand on dit mais faut aller vite. Ouais, mais en fait, pourquoi, tu vois? Ouais. Parce que derrière, ça a mobilisé mon temps à moi, le temps des devs sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Et en fait, juste peut-être qu'en faisant des entretiens, tu vois, sur quelles étaient les opportunités ou les frictions que rencontraient les gens aujourd'hui, peut-être qu'on aurait imaginé une solution complètement différente. Et du coup, en fait, c'est un gain de, tu vois, cet investissement de peut-être, on va dire 5-10 jours max de user research. En fait, ça valait le coup de le prendre pour pas perdre déjà derrière des dizaines de milliers d'euros si tu chiffres ça et si tu rapportes ça au salaire annuel de chaque personne. Ouais, vaut mieux perdre 10 jours que 3 mois. Exactement. Ouais, c'est clair. 10 jours de une personne versus 3 mois de 10 personnes. Ouais, effectivement. C'est toujours un peu le rapport coût-bénéfice qui est un peu mal perçu. Et qui est difficile à faire passer au début, tu vois, surtout. Ouais. T'as une pression, t'as une cadence, il faut que tu te fixes comme objectif d'arriver sur le marché à telle date. Ouais. Du coup, il y a des moments tu peux pas trop, tu vas tergiverser, quoi.
t'en ressors pas trop frustré de cette expérience où tu fais des choses, mais où en fait, à la fin, ça marche pas? Avec l'application? Ouais, par exemple. Non. Non? Pas frustré. Ouais. Non. Plutôt un apprentissage, quoi. Et pour après se dire que, bah, en fait, il faut qu'on. Tu vois, on avait peut-être tendance à trop arriver avec. Tu vois nos ambitions de la tech, de on va tout révolutionner, etc. Et je me souviens de plein de discussions où on était avec Nicolas Spisser, le directeur commercial, qui avait justement 20 ans de bouteille dans le transport. Et pas mal de de conflits et de divergences vraiment de point de vue, d'opinion, etc. Et on prenait souvent notre, tu vois, enfin quand je dis notre, c'est bien évidemment pas que moi, tu vois, mais surtout Max, CTO, moi, etc. Sur, bah non, on va aller dans cette direction-là. Ouais. Et lui nous apportait des perspectives qu'on pouvait trouver peut-être frustrantes, tu vois, d'un point de vue produit, d'un point de vue tech, d'un point de vue design, etc. Mais en fait, c'est lui qui connaissait à fond le marché, quoi. Et nous, on n'avait pas pris le temps d'aller capter, tu vois, justement les besoins de ce marché-là. Donc c'est là où on s'est pris tu vois, un échec. Et du coup, pour la suite, on a davantage discuté avec eux. Ils venaient dans les bureaux. J'avais fait des tests aussi avec eux à distance une fois qu'on avait déjà une première plateforme qui avait une traction qui était acceptable. Je discutais énormément avec les sales, énormément avec les opérations, qui étaient du coup en permanence en contact avec les expéditeurs de marchandises, avec aussi les transporteurs, parce qu'on avait aussi des personnes qui étaient dédiées à l'affrètement. Et du coup, bah, on a appris de ces erreurs-là, quoi. Et du coup, ouais, je pense on a fait des erreurs sur ouais, un peu comment est-ce qu'on est arrivé un peu Startup Nation, tu vois, fleur au fusil, alors qu'en fait, bah non, le marché nous a renvoyé ça dans la figure, quoi. Parce que quand tu voyais en fait la tronche des outils qu'ils utilisaient, Ouais. quoi, de TMS, donc Transport Management System, tu prends Excel, tu fais fois 1000 en termes d'atrocité, et tu arrives sur le TMS, quoi. Et quand tu discutais avec eux, ils te disaient la seule évolution qu'on a eue en 30 ans, c'est le passage du noir et blanc à la couleur. Et là, tu te dis, waouh! Et du coup, en fait, mais hyper intéressant, tu vois, de capter ça et d'arriver à bah, justement changer en profondeur ce marché-là. Mais Et il me semblait que tu avais même des personnes qui étaient encore sur du papier et qui faisaient tout en papier. oui, complètement, avec des post-it, ouais. Non. Si, avec des post-it. Ça, c'était hyper intéressant aussi de comment est-ce que les différentes personnes vont bosser, que ce soit des personnes qui vont gérer des flottes de plusieurs dizaines, voire centaines de camions, et des personnes qui sont solo en entreprise familiale. Ouais. Et tu vois qu'ils bossent complètement avec du papier, avec des post-it dans tous les sens, et pas du tout sur l'ordinateur, quoi. C'était juste papier-téléphone. Comment tu faisais pour éduquer ces personnes-là? Enfin, je veux dire, j'imagine que la résistance au changement, tu passes des post-it à une interface SaaS, web, enfin, on s'en fout. Ça doit être l'enfer. C'était le taf des sales. Ok, toi, t'étais... le taf des sales et qui remontait derrière un petit peu les besoins. Et nous, on avançait de façon un peu incrémentale sur les améliorations qu'on voulait apporter avec la roadmap. Ça venait nourrir un petit peu tout ça. Mais ouais, c'était un changement assez fort pour eux. T'en as qui étaient vraiment réfractaires et t'en as d'autres au contraire qui adoraient ça. Et c'était plutôt un peu, tu vois, tes power users du transport routier de marchandises français et après européen. Putain, génial, on voit enfin une évolution, on voit que ça bouge, l'innovation va apporter du bien. Et c'est pas. Tu vois, on a été très mal vus aussi par la presse de cette industrie-là. Ouais. Et c'était l'époque, c'est de l'ubérisation de tout. Et ils détestaient ça. Et du coup, il fallait que. On montre qu'on était leurs amis, ce qui était le cas, quoi, et qu'on n'allait pas, tu vois, défoncer ce marché-là, quoi, mais plutôt leur apporter de la valeur. C'est un truc un peu qu'on a aujourd'hui chez Cardiologues, enfin, ou en tout cas qu'ils ont eu au départ, c'est de se dire, t'as une intelligence artificielle qui va t'aider à faire du diagnostic, mais en fait, ça va pas remplacer le médecin qui est derrière. En fait, ça va juste te dire, hey, regarde bien là, et après, c'est toi qui dis si c'est bon ou pas. Mais c'est pas genre, bon, bah, vous, merci, au revoir, maintenant, c'est l'ordinateur qui prend votre place. Et je comprends ce cheminement de pensée qui fait qu'au début, t'es un peu flippé. Mais c'est pour toute l'innovation, tu vois, avec enfin, le côté, bah oui, tu vas peut-être casser des habitudes d'usage, etc., mais tu vas en créer des nouvelles, et je pense que c'est plutôt les gens qui vont passer davantage de temps sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, tu vois. En fait, tu vas pas te prendre la tête sur où est mon transporteur, à quel moment, quelle est sa capacité de stockage, mais plutôt comment est-ce que je peux optimiser, tu vois, mes flux des différents camions, etc., tu vois. T'as l'air encore hyper enjoué à en discuter, à en parler de ce projet-là. Pourtant, t'es là encore une fois pas resté trop longtemps, enfin un peu moins d'un an et demi. Qu'est-ce qui fait que t'as décidé de partir Je pense donc je suis arrivé 5, quand je suis parti, je sais pas combien on était, mais peut-être 40, 50, tu vois, juste avant la série A qui était en cours de closing. Et je pense que c'était deux choses. La première, tu vois, le côté très charismatique de Max. Donc pendant 1 an et demi, j'étais assis à côté de lui tout le temps. Donc pareil, j'ai énormément appris à ses côtés. C'est une machine d'exécution, quoi.
arriver à, tu vois, engager les gens autour dans un projet, fédérer, tu vois, les différentes équipes, etc. C'est assez bluffant. Mais du coup, je pense que l'école Rocket, tu vois, c'est exprimé aussi on exécute, tu vois, on vient craquer un marché, mais il n'y avait pas forcément tu vois, de vision extrêmement long terme sur ce projet-là. Et je voyais que j'avais moins d'attache sur, ok, mais en fait, où est-ce qu'on va, pourquoi est-ce qu'on fait les choses, et que c'était un petit peu trop, genre, toujours shipper, quoi, et que je voyais pas forcément le cap, tu vois, on pouvait changer de direction sans avoir tu vois, de cap clair. Et le deuxième, c'était envie de tester le freelance, que j'ai fait et que j'ai arrêté au bout d'un mois et demi. Parce que, mais je pense pas du tout à cause du statut de freelance, mais plus dans la boîte dans laquelle j'étais, qui s'appelait Hoist et qui est du paiement en un clic. Et en fait, ça a fermé, ça, non? Ouais, ça a fermé, ouais, avec des scandales assez violents, ouais. Ok, donc toi, tu t'en vas, tu testes le freelance et tu tombes juste pas dans la bonne boîte. Ouais, je pense, ouais. Et parce que, en fait, j'étais considéré, je sais pas pourquoi, mais peut-être à cause du statut, tu vois, comme le mercenaire qui vient faire ses heures et qui sera pas avec les équipes sur le long terme. D'accord. Et du coup, les gens me considèrent comme une personne à part. Et donc, encore une fois, j'accorde beaucoup d'importance tu vois, à l'humain. Je venais d'une boîte, tu vois, Convargo, où quand tu arrives cinquième, tu fais partie des murs, quoi. Et du coup, ce décalage était un peu violent. Donc, je me suis dit, ok, c'est pas... Tu vois, j'ai discuté avec des gens hyper intéressants, hyper compétents, très inspirants aussi. Mais je me suis dit, c'est pas un statut pour moi, quoi. J'ai besoin de me sentir engagé avec des gens, de partager quelque chose de fort, une aventure humaine assez forte. Et du coup, à ce moment-là, c'est là où je reçois un message du collectionniste qui me propose de discuter avec eux pour les rejoindre sur la partie product design. Le collectionniste, c'est un Airbnb pour les maisons de luxe, c'est ça? Ok. Encore une fois, là, j'ai pas trouvé grand-chose dessus. C'est arrivé aussi en tant que premier product designer? Ouais. Décidément. Décidément. Et j'imagine que là encore, c'est la même, quoi. Tu dois bosser sur l'interface, tu dois bosser sur... Non, pas du tout. Non. C'est là où c'était intéressant. D'accord. C'est qu'en gros, la vision que j'avais en arrivant dans cette boîte-là, c'était de me dire que, en fait, avec le niveau de service que tu apportes, j'invite les gens à aller regarder, tu baves un peu devant ton écran, quoi. J'ai vu ça hier en préparant, j'étais là, genre, les baraques. Ouais. Mais du coup, c'est des paniers moyens qui sont extrêmement élevés, quoi. Je crois que c'était du 40-50 000 euros la semaine, quoi. Ah ouais. Et du coup, en fait, avec le niveau de service que tu apportes et le niveau de détail, le niveau de connaissance que tu peux avoir sur tes utilisateurs, la vision que j'avais, c'était que dans les prochaines années, on pouvait avoir une expérience unique pour chaque personne, quoi. Parce qu'en fait, tu sais exactement où est-ce qu'ils sont allés, tu sais exactement ce qu'ils aiment, tu sais exactement quel type d'expérience ils ont consommé sur place, etc. Et du coup, cette ultra personnalisation, tu pouvais le pousser vraiment très très loin, tu vois, dans l'univers du luxe. Et du coup, je trouvais ce challenge-là hyper intéressant. Et en fait, j'ai pas du tout bossé là-dessus. et parce que quand on est arrivé dans la boîte, c'est à chaque fois la même chose, quoi. Entre ce que tu perçois de l'extérieur et la réalité de l'état d'une structure et d'une entreprise de l'intérieur, il y avait énormément de choses à revoir dans les process en fait internes. Et donc, pendant 1 an, j'ai que bossé sur des outils internes. Donc, j'ai bossé sur les sales à l'époque, rédigeaient des contrats à la main pour chaque location, faisait forcément des fautes, tu vois, parce que c'était normal. Du coup, j'ai créé un outil pour générer automatiquement tous les contrats. La façon dont, parce qu'en gros, ils avaient un modèle dans les grandes destinations phares dans le monde, ils avaient ce qu'ils appelaient des destination managers, qui étaient des personnes qui devaient sourcer donc les maisons localement et qui devaient les ajouter dans le pipe de maisons, tu vois, à mettre sur le site. Ce qu'ils faisaient, c'est que tu avais l'équipe sourcing, donc avec là où travaillait Diane, qui envoyait un document PDF de 10 pages, je crois, à ces personnes-là. Ces personnes-là les imprimaient. Et pour chaque maison, ils devaient renseigner à la mano, donc au crayon, qu'est-ce qu'il y avait dans la maison, comment étaient composées les différentes pièces, etc. L'enfer. Et derrière, scanner ça, renvoyer ça à l'équipe sourcing du collectionniste, et la pauvre Diane qui devait tout rentrer dans l'espace sourcing. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé... je te vois effondrer. La perte de temps. Et donc, ce qu'on a fait, c'était créer du coup une application. En fait, les Destination Manager, où que tu sois tu vois, à Marrakech, à Ibiza, que tu sois au sport d'hiver, où du coup, c'est des biens qui sont complètement différents, des biens qui ont des sens de visite qui sont complètement différents. Comment est-ce que tu arrives à créer une application qui soit scalable pour tous ces cas de figure-là, et où en fait, tu crées ta maison, tu la composes vraiment en termes de d'architecture, de structure, de biens qui vont composer, et d'équipements aussi qui vont composer cette maison-là, pour que derrière, ça remonte automatiquement dans l'équipe sourcing, qui n'a juste qu'à faire un petit check, et ensuite c'est terminé, quoi. Ça a l'air hyper intéressant comme sujet. Hyper intéressant.
Et autre sujet assez structurant sur lequel on a bossé, pareil, c'était sur les flots de paiement, quoi, les pay-in, les pay-out, avec tu reçois une caution, tu reçois un acompte, qu'est-ce que tu dois garder pour toi, qu'est-ce que tu dois garder pour reverser au propriétaire, etc. Et pareil, la façon dont c'était fait à l'époque, c'était hallucinant, quoi. T'avais le CFO qui se connectait tous les matins au compte en banque, qui devait mettre ça dans un channel Slack, et les sales qui étaient sur ce channel Slack dire ok, bah ça c'est mon client, il faut faire ci, il faut faire ça, tu vois. Et du coup, bah on a créé tout un outil pour automatiser tout ça, quoi, avec des choses qui étaient connectées à la banque, et de se dire ok, bah je vais affecter, et en un clic en fait affecter le paiement dans tel contrat de location, parce que tu arrivais à coordonner pas mal d'informations, et ça c'était trop cool, parce qu'en fait tous ces projets là, tes utilisateurs finaux c'est tes collègues, et tu vois que tu as un impact qui est monstrueux sur leur quotidien, sur leur productivité. Et je sais que c'est des trucs qui existent encore aujourd'hui. Et ça, c'est hyper gratifiant aussi. C'est ce que j'allais dire. Généralement, les outils internes, c'est les enfants pauvres des entreprises. Et alors que tu as juste à, ne serait-ce déjà que de poser à côté de quelqu'un pour comprendre quel est le besoin. Et ça, déjà, tu gagnes un temps de malade par rapport à... Mais c'était une nécessité, en fait. Parce que de l'extérieur, encore une fois, et sur le type de maison qu'ils avaient, les gens qui bossaient dans la boîte, etc., c'était incroyable, quoi. Mais juste la façon dont tous les process avaient été faits, il y avait une grosse cassure entre le département tech et le reste, tu vois, de l'entreprise. Et du coup, donc il y avait une personne qui était PM qui s'appelait Lise, qui était une américaine avec laquelle j'ai bossé. Donc on a essayé de remettre tout le monde dans le même bateau, recréer de la confiance. Et t'as réussi ? Enfin, vous avez réussi ? On pense, quoi. Enfin, en tout cas, il y a peut-être encore des cassures. Je ne sais pas exactement comment ça se passe maintenant, tu vois, mais à l'époque, il y avait encore forcément des divergences de point de vue, parce que des choses qui avaient été faites par le passé, etc. Mais en tout cas, on a réussi à créer des produits qui étaient utilisés, qui n'étaient pas achetés au bout de 3 mois, où il n'y avait pas une dette technique et une dette produit trop forte, et qui apportaient de la valeur, qui répondaient à un vrai besoin et qui sont toujours utilisés aujourd'hui, et qui, je pense, ont permis à la boîte de scaler, parce que dans l'état dans lequel la boîte était quand je suis arrivé, c'était impossible, quoi. Mais là, dans tout ce que tu me racontes, j'ai l'impression que tu as réussi à faire à développer des produits hyper utiles, hyper intéressants, hyper pratiques, que tu as réussi à un peu améliorer les process. Donc la seule question que je me pose, c'est pourquoi tu pars au bout de 11 mois ? Genre, si tout se passe bien, que c'est des produits qui existent encore, ça veut dire que tu as bien fait ton travail, normalement. Qu'est-ce qui fait que tu veux passer à autre chose ? Parce que je veux monter The Design Crew. Ah, on y arrive. C'est juste ça, c'est même pas... J'ai bien compris qu'avant, tu avais un problème de vision dans certaines boîtes, là. Ouais, c'est ça. Et aussi, tu vois, la vision dont je te parlais, quand je rejoins la boîte, je me suis dit, c'est toujours quelque chose qui m'intéressait, qui me drivait vachement moins que le fait de me lancer dans l'aventure et de créer The Design Crew. Et je me suis dit, en fait, c'est trop loin, quoi. Il y avait encore plein d'autres sujets vraiment structurants de fond sur lesquels il fallait travailler. Pour pouvoir, tu vois, tendre vers entre guillemets cet idéal qu'on avait d'un point de vue produit. Et je me suis dit de me refaire en fait 4 ans tu vois, entre guillemets de dur labeur, avec essayer d'aligner tout le monde, de faire en sorte que on a en fait un objectif commun qui est de faire grandir la boîte, on est dans un environnement qui est bienveillant, etc. C'était compliqué, quoi. Et pareil sur la culture design, enfin on pourra en parler notamment avec The Design Crew, mais très très difficile, quoi. Et tu sais, toutes les remarques je pense à une personne en particulier, mais qui me disait en fait, je pensais que tu faisais du design de PDF, en fait, tu fais quoi? Et ça, c'est terrible, en fait. Et ça, j'ai ma part de responsabilité, tu vois, sur le fait de communiquer davantage sur en quoi consiste mon métier. Parce qu'en fait, j'avais jamais interagi avec cette personne-là. Et en fait, du coup, derrière, peut-être que j'aurais dû davantage faire de rituels ou d'intervenir, je sais pas, une fois tous les 2 mois, pour expliquer un petit peu les sujets sur lesquels je travaillais, expliquer un peu toute ma réflexion, toute ma démarche, et de montrer que c'est pas que le résultat, ce que tu vois d'une interface, c'est pas que ça, quoi, mais que c'est juste le fruit d'une réflexion beaucoup plus importante. Et que du coup, j'aurais dû aussi, entre guillemets, éduquer les gens et les sensibiliser à cette démarche-là, quoi. C'est pas quelque chose que tu as rencontré, par exemple, chez Convargo, par exemple, le fait de devoir évangéliser. Je sais que le mot est un peu galvaudé, mais évangéliser, ou en tout... Non. Comme vous étiez moins, c'était possible. Non, mais surtout, en fait, à l'époque, je trouve que c'était très rare d'avoir un designer quand t'es 5 dans une boîte, quoi. Ouais. Okay. Il n'y avait pas de PM, c'était juste Max, le CEO, Johan, CTO, moi, où on avait globalement l'ownership du PM, avec une contribution forte, tu vois, des devs. Je pense notamment à Christophe, qui est maintenant engineering manager chez Kanto, qui avait une super bonne sensibilité côté design. On bossait super bien ensemble. Et du coup, non, c'était déjà là, quoi. Le côté, c'est pas que pour faire beau, c'est pas que un petit bonus qu'on met à la fin,
mais c'est vraiment un sujet qui est extrêmement important et c'est pas des choses qu'on va opposer, quoi. C'est plutôt quelque chose qui vient ensemble et qui est un cercle vertueux pour la boîte, quoi. Donc il n'y avait même pas de question en fait. Non, il n'y avait pas de question. D'accord. Bon, bah, on parle de The Design Crew. Hein, bon. Tout à l'heure, tu l'as expliqué, The Design Crew, c'est une entreprise qui fait de la formation pour les designers. C'est un studio de design et c'est aussi, je sais pas, une agence de recrutement, on peut le dire comme ça. Aide de recrutement, c'est quelque chose qu'on fait en sous-marin, on communique pas du tout dessus, mais on a pas mal de demandes entrantes, mais là, on va mettre plus d'énergie dessus. Okay, c'est la question de la fin, celle-ci. Je te la garde pour plus tard. T'as un peu déjà abordé l'idée de vouloir monter The Design Crew, mais parce que la première question que je voulais te poser, c'est quoi ton constat de départ? Pourquoi t'as voulu construire ça? Parce que t'es, si je me trompe pas, le premier. Après, il y a plein d'autres boîtes qui se sont montées autour du produit, autour de la recherche, etc. Mais de mémoire, t'es le premier à faire ça. C'est quoi ton constat? Mon constat, c'est un peu la situation à laquelle j'ai été confronté. Tu vois, en tant que designer autodidacte, où en fait, quand tu bosses, quand tu arrives chez chauffeur privé et que tu sais pas forcément dans quelle direction aller, tu te raccroches je me raccrochais à Rémi, tu vois, qui m'a vachement guidé, qui m'a vachement aiguillé. Et en fait, plus tu vas bosser sur des sujets qui sont complexes, plus je me retrouvais, tu vois, face à des murs, quoi. En tout cas, j'avais l'impression que c'était des murs. Et à chaque fois, je retirais énormément. Enfin, tu vois, tu le sais, mais l'écosystème design, c'est un écosystème qui est extrêmement ouvert, extrêmement bienveillant, transparent. Globalement, si tu t'apportes le bon message à une personne, elle peut t'ouvrir sa porte et elle peut t'accorder 1 heure de son temps pour discuter sur n'importe quoi quasiment. C'est l'histoire de ce podcast, en fait. Exactement, ouais. Et ça, c'est assez fou, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai aussi profité de ça, tu vois. Tu vois, Julien Ilion, là, qui est maintenant chez Kanto, avait été aussi en procès chez Convargo, donc il avait préféré rester chez Adobe. Et quand je suis parti, quand Léa, on avait échangé pour me remplacer, on avait aussi de nouveau discuté avec Julien. Et en fait, on a vachement sympathisé, et donc on se faisait des déjeuners régulièrement. Il était beaucoup plus expérimenté que moi, et à chaque fois, je me nourrissais de ces trucs-là, je trouvais ça incroyable. Pareil, je me souviens que j'avais là plein de meet-up. Je me souviens, j'avais été à un hackathon chez Blablacar parce que je voulais discuter avec Rémi Guyot. Et je me souviens, il était dans une salle et j'avais été toqué à sa porte. En fait, là, je suis bloqué. Et c'est lui qui m'avait montré le framework du double diamant. Il m'avait dit, est-ce que tu connais ça? Je fais, pas du tout, quoi. Et du coup, ça avait complètement changé ma perception, tu vois, du design. J'avais échangé avec Nico Duval aussi de Blablacar. Et à chaque fois, en fait, je te remercie pour tout le name dropping, en fait, parce que c'est que des personnes avec qui j'ai fait des épisodes. Donc, si vous voulez écouter leur profil ensuite, leur histoire, allez-y, ça sera dans la description. Excuse-moi, je t'ai coupé. Yes. Et en fait, à chaque fois, c'était des échanges qui duraient plus ou moins longtemps, mais max, tu vois, 1 heure et demie. Et à chaque fois, je retirais une valeur incroyable de ces échanges-là, quoi. Et j'avais quand même un petit peu d'expérience, tu vois, en design, et c'était même le cas après. Et je trouvais que ça, couplé au fait que dans les boîtes, il y avait encore une incompréhension extrêmement forte, tu vois, sur qu'est-ce que c'est que le design concrètement, comment est-ce que tu bosses en tant que designer, quel est l'impact que tu peux avoir à l'échelle de la boîte. Et encore une fois, je blâme personne, tu vois, parce que tout le monde a ses responsabilités, et notamment les designers qui vont s'enfermer, tu vois, dans de l'interface, qui vont surfer sur la tendance d'appellation de poste et qui en fait font toujours du web design, mais alors que sur leur LinkedIn ils mettent product designer. Et forcément, si un CEO bosse avec une personne qu'il estime être product designer et que c'est une personne qui reste, tu vois, sur son écran toute la journée à faire que du Figma, c'est peut-être pas que ça, quoi. Et du coup, c'était ce constat-là de faire en sorte que les gens puissent progresser de façon extrêmement rapide grâce à l'intervention et le partage de connaissances et d'expériences de personnes expérimentées, et le fait d'améliorer entre guillemets l'écosystème design français et de faire en sorte que ça soit mieux perçu, mieux compris. Pour les personnes qui débarquent et qui ne sont pas product designers, et qui ne savent pas la différence entre web designer, product designer, etc., est-ce que tu veux bien donner ta définition du product design? Ouais. La question à $1 million. Ouais. Je pense que c'est peut-être un débat entre guillemets stérile sur les différences que tu peux avoir de sens, etc. Mais nous, ce qu'on défend, c'est le côté d'apporter une réponse à un problème basé sur 3 piliers principaux. Le premier, c'est de comprendre les besoins de tes utilisateurs finaux. Le second, c'est de servir aussi des objectifs business, parce qu'on n'est pas là on n'est pas dans un monde de bisounours aussi, il y a clairement un objectif business qu'il faut servir, mais il faut trouver l'équilibre entre le besoin des gens et l'objectif business. Mais encore une fois, c'est pas des choses qu'il faut opposer, parce que si tu sers bien et correctement les gens, forcément c'est un cercle vertueux pour ta boîte derrière. Et derrière, la contrainte de faisabilité technique.
Donc d'arriver à comprendre, discuter avec les développeurs et d'arriver à comprendre toutes les dépendances que tu peux avoir côté produit, d'anticiper, tu vois, la scalabilité de, ok, bah, si on fait ça, est-ce que dans 2 ans, ça peut couvrir un petit peu tous les cas d'usage? Qu'est-ce qu'on veut développer? De savoir collaborer avec, tu vois, un PM, d'évoluer dans un environnement qui est, tu vois, qui est agile avec les sprints, les squads, etc. Donc c'est un peu ça, quoi. Essayer d'apporter une réponse à un problème avec ces trois piliers principaux. Hyper clair. L'autre question avant qu'on parle des mentors, c'était pourquoi. Bon, j'ai bien compris que dans ton parcours, tu voulais pas faire de brand, etc. Mais pourquoi s'être focalisé uniquement sur les product designers? Est-ce que, tu vois, aujourd'hui, on parle de plus en plus de brand design, surtout dans les startups, pour mettre un peu d'émotion dans le produit, un peu d'émotion à l'extérieur du produit aussi. Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez de côté, quelque chose que vous avez en tête, tu vois? Est-ce que vous voulez juste vous concentrer sur cette partie de product design? Pour l'instant, on veut rester sur cette partie product design. On est convaincu qu'il ne faut pas opposer brand et product. Ouais. Peut-être que ça peut être néfaste aussi d'avoir brand sous le marketing. Et du coup, après, tu as aussi, tu vois, toute la dimension un peu business avec les ressources qu'on a, où on est une boîte rentable, tu vois, pas de levée de fonds. À un moment donné, on s'est peut-être tu vas trop éparpillé à vouloir faire trop de choses, tu vois, aller un peu partout. Et du coup, là, il y a un peu plus d'un an, on s'est bien refocus sur des objectifs assez clairs. Brand, on sait qu'il y a quelque chose là-dessus. Je pense que le marché, enfin, à l'époque, clairement, n'était pas encore assez mature, tu vois, en termes de nombre de profils, nombre de demandes de la part des entreprises, etc. Je pense que ça arrive là. Et tiens, c'est une bonne question. Enfin, c'est une bonne remarque parce qu'à l'époque où The Design Crew commence, 2018, là aussi, tu as une petite tendance de fond sur le product designer, mais c'est pas encore pas un truc aussi hype qu'aujourd'hui. Non. Et d'ailleurs, on s'était posé la question de. Enfin, je dis on, mais au début, j'étais. Moi-même. Oui. Est-ce que en fait, c'est pas UX/UI, tu vois? Il y a plein de gens qui nous posent la question, etc. Et en fait, et après, quand on était un peu plus nombreux, tu vois, avec Jérémy qui nous a rejoint, après Julien, Paul, etc. On posait la question, même pour le référencement, où les gens tapaient, tu vas taper ces mots-clés-là. En fait, on est convaincu que la tendance, ça va être au product design, pas juste à l'UX/UI, mais que c'est un scope beaucoup plus large, tu vois, un périmètre d'action beaucoup plus large. Du coup, on a fait le choix et le pari fort, tu vois, de rester focus sur le product design, et on voit que c'est payant maintenant. Et du coup, pour revenir sur la brand, on voit qu'il y a clairement une dynamique positive autour de ce sujet-là. Et ouais, c'est peut-être quelque chose qui va arriver bientôt, mais dans tous les cas, on le fera pas seul. Et voilà. Ok. Alors, je te pose la question parce que aussi dans le podcast, j'ai longtemps hésité à faire autre chose que du product design. Et en fait, je me rends compte que grâce au brand designer, mais aussi aux illustrateurs, typographes, etc., tu vois d'autres manières de travailler et tu te rends compte à chaque fois que l'objectif initial, c'est quand même de répondre à un besoin ou à un problème. Et donc, tu peux te nourrir un peu de tout ça. Et c'est pour ça que je voulais te poser la question. Ouais. Revenons-en au mentor. Tu as déjà donné quelques noms et en fait, je vais pas faire du name dropping de tous ceux qui sont passés dans le podcast, ça sert à rien. Mais j'ai bien compris pourquoi tu avais appliqué cette méthode d'apprentissage, de faire venir des mentors, des gens qui travaillent qui travaillent dans l'industrie et donc qui peuvent t'expliquer ce qu'ils font. Comment tu as réussi à les attirer dans une formation et à les faire revenir en fait, parce que faire une formation c'est cool, faire une formation toutes les 8 semaines, etc. C'est bien mieux. Comment tu as réussi à les attirer? Je sais pas trop, faudrait leur poser la question. L'argent? Non, même pas. Non, je clairement pas besoin, quoi. Mais je pense que je pense qu'ils partageaient certainement mon constat, tu vois, sur tu vois, l'état du design, l'état sur la compréhension, les types de profils qu'ils pouvaient rencontrer, qui étaient exclusivement focus sur de l'interface, et juste la volonté de transmettre, quoi. La volonté de transmettre, hyper forte. Parmi tous les mentors, il y en a un qui manque. C'est toi. Toi, tu fais pas de cours? Si, je fais des cours maintenant. Tu fais dans le bootcamp maintenant? Tout petit cours. Bootcamp, je fais beaucoup. Et Advent, je fais une toute petite formation à la fin sur comment est-ce que tu présentes tes idées. Ok, comment ça se fait qu'au départ, t'aies pas décidé d'être parmi les mentors? Est-ce que c'était encore cette question de... Je pense en toute transparence, humilité, qu'ils sont tous meilleurs que moi. Ouais. Tu vois, en bossant maintenant avec certains, je me rends compte que j'ai des choses intéressantes à faire valoir. Et je pense que c'était aussi clairement le syndrome de l'imposteur, tu vois. Je me disais, mais qu'est-ce que moi, même si j'avais ces expériences chez chauffeur privé, Convargo, Everroad et le collectionniste, pourquoi moi, quoi. Et ok, c'est valable comme réponse. Non, mais c'est hyper intéressant. Dans votre parcours, dans le parcours de The Design Crew,
je vais dire tu, mais vous, enfin, je sais pas trop comment le prendre. Au départ, tu t'es d'abord concentré sur les personnes qui avaient un peu un background produit, donc ce que vous appelez aujourd'hui la formation Advance, qui est celle que j'ai faite, comme ça, en toute transparence, tout le monde sait ce que j'ai fait. Pourquoi s'être concentré sur les personnes qui avaient déjà fait du produit, alors que ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu étais convaincu que ça allait faire un boom, et donc du coup, pourquoi t'es pas allé chercher des gens qui voulaient d'abord changer de vie? Ouais. Parce que peut-être que le boom n'était pas encore arrivé. Ouais, ok. Et aussi parce que c'était en fait pas la facilité, mais plutôt tu vois, le constat que moi j'avais fait en tant que designer avec de l'expérience, c'est que c'était entre guillemets un peu la formation que j'aurais voulu avoir, tu vois. Ok. Et qu'en allant à des meet-up, en discutant avec d'autres designers, etc., en ayant fait une landing en 2 secondes, en ayant mis un petit peu de budget Google Ads, j'ai vu qu'il y avait une traction assez forte, tu vois, juste sur la promesse de la part de designers. Ah ouais, t'as fait ça d'abord, du coup, t'as d'abord fait des quand Google j'étais Ads chez le pour collectionniste, ouais, pour très vite tester l'appétence du marché. Et du coup, je suis parti du collectionniste. Enfin, tu vois, j'ai testé ça, je me suis dit, vas-y, go, enfin, il faut que j'y aille, quoi. Parce que tu vois, ça me drivait. On parlait tu vois, de la première application que j'avais lancée. J'avais pas ce moteur, tu vois, suffisamment puissant pour. Parce que les gens s'en rendent peut-être pas compte quand tu fais pas d'entrepreneuriat, mais c'est vraiment difficile et vraiment violent, quoi, sur les très hauts et les très bas que tu peux connaître. Et donc, il faut réussir à lisser un petit peu tout ça pour pas devenir fou. Mais en gros, je me suis dit, vas-y, il y a un truc à faire. Et du coup, je suis parti à l'été 2018 et le premier batch Advanced a eu lieu en octobre 2018. Ok. C'est hyper intéressant, cette partie de tester des ads. Ça me fait penser, l'épisode sort la semaine prochaine au moment où on enregistre, mais il sera sorti au moment où le tien sortira. C'est justement avec Rémi Guyot et Tristan qui ont sorti leur livre sur la recherche, enfin sur la discovery, sinon Yes, on va faire un meet-up avec eux mardi prochain. Ouais, du coup, ça sera déjà passé, mais l'épisode sortira en même temps que le meet-up. Yes. Et on avait justement cette discussion de comment ils voulaient mettre en avant le nom du bouquin et le sous-titre. Et ils se sont dit, on aurait dû faire des ads. Et en fait, ça résonne un peu dans ma tête parce que c'est ce que tu as fait. Donc, du coup, ça t'a permis, à moindre frais, de pouvoir tester très rapidement ça. Tu disais que c'était la formation que tu aurais rêvé avoir. Est-ce que c'est toi qui as travaillé la formation, un peu le fil conducteur, en fait, on va dire, et c'est ensuite les mentors. Enfin, comment expliquer ça? Comment tu t'y es pris, en fait? Est-ce que tu as déterminé le fil rouge de la formation et tu es allé chercher les mentors en fonction de ça? Est-ce que tu as choisi tes mentors et tu t'es dit comment on crée le cours? Parce que je me souviens au début, enfin, ça doit être toujours le cas aujourd'hui, chaque mentor a un peu sa zone d'expertise et son sujet. Je sais que depuis, il y a beaucoup plus de mentors, beaucoup plus de sujets, etc. Comment... Ouais, c'est une bonne question. En gros, on a fait de la co-construction. Tu vois, sur cette contrainte des 8 samedis, on voulait rester sur ce format-là parce que c'est un format qui est court et long à la fois, mais qui est juste le bon équilibre, parce que c'est quand même un investissement en termes de temps et d'agenda qui est important. Mais on était convaincus qu'on pouvait quand même délivrer beaucoup de valeur dans ce temps imparti. Et en gros, c'était... j'avais quelques mentors, donc tu vois, il y avait déjà Julien Pelletier qui aujourd'hui est avec nous, et c'est la première personne que je suis allé voir avec vraiment pas grand-chose, quoi, hormis juste un peu tu vois, le projet, la vision. Je me souviens à Sharon, et c'est le premier à avoir dit oui. Et du coup, derrière, forcément, ça, tu vois, sa tête de dire, il y a Julien qui est là et qui connaît déjà d'autres personnes qui va t'ouvrir des portes, etc. Et on s'est réunis, je sais pas combien on était déjà à l'époque, je pense qu'on n'avait pas encore 100% des mentors du premier batch, mais on en avait peut-être 70%, un truc comme ça. Et du coup, on s'est réunis tous ensemble. J'avais déjà préparé un petit peu au préalable comment est-ce qu'on pourrait articuler ça. Et on a affiné, on a itéré, tu vois, et on a défini ensemble le programme. Et ensuite, on a dispatché ça en bonne intelligence sur, en fonction des affinités de chacun, des expertises de chacun, qui peut livrer le plus de valeur, il y a le plus de choses à partager et à raconter sur cette thématique-là. Et ça s'est fait hyper naturellement, quoi. Et aujourd'hui, comment vous faites évoluer le cours? Parce que moi, j'ai fait le deuxième batch. Ouais. Vous en êtes au combien? 8, 9? Non. Plus? Là, on démarre le 16. Oh là là, ça me rajeunit pas tout ça. Oh putain, ouais. Donc le 16e, j'imagine que depuis le deuxième, ça a pas mal évolué. Ouais, comment vous faites? Est-ce que c'est des retours des étudiants, des étudiants, des étudiantes? Comment vous prenez on va faire de la user research. Comment tu prends en compte ces retours? Lesquels valent la peine, lesquels ne valent pas la peine, etc. Ouais, complètement. Je pense que c'est une des grandes forces, tu vois, déjà, il y a un truc que je trouve hyper fort, c'est à quel point le design te sert dans l'entrepreneuriat, quoi. Dans vraiment le côté, je veux juste essayer de comprendre un problème sur un marché, de comprendre des gens et de leur apporter une réponse. Et c'est un truc où je me suis fait la réflexion il y a quelques temps, et c'est assez bluffant, quoi, assez frappant. Et tu vois, toutes les personnes qui rejoignent la boîte aujourd'hui, maintenant on est 10, et qui sont pas designers, disent
tu vois que ça se sent quoi. Tu vois la façon dont on réfléchit, la façon dont on aborde n'importe quel sujet, on pense, tu vois, comme des designers, parce que du coup maintenant je suis plus tout seul. Il y a Julien et Jérémy qui m'ont rejoint en tant que cofondateur. Et tu vois, on pense comme ça quoi. Et du coup, je trouve que c'est assez fort et je pense qu'il y a plein de designers qui peut-être le savent pas, mais enfin, moi je leur dis en tout cas qu'ils sont vraiment armés pour l'entrepreneuriat parce que je pense que c'est une extrêmement bonne école. Et du coup, sur la façon dont on améliore les différents programmes, je pense que c'est une des forces aussi de cet apprentissage assez court, tu vois, et on pourra en parler après du bootcamp aussi pour des gens du coup 8 semaines qui veulent devenir designer. Mais je pense que c'est ce côté agilité de toujours, tu vois, garder une proximité et tu vois, stick, tu vois, aux besoins du marché, quoi. Et en fait, si tu pars du principe que tu vas faire un cursus de 5 ans, regarde la tranche du marché il y a 5 ans, regarde ce qu'on t'apprenait il y a 5 ans, regarde sur quels outils on était il y a 5 ans. Et en fait, tout ce que tu vas apprendre, c'est obsolète aujourd'hui, quoi. Et du coup, de garder cette agilité en fait, on sait exactement, tu vois, ce que recherche le marché parce qu'on a des mentors qui sont encore dans les boîtes. Il y a des boîtes qui nous contactent aussi pour qu'on les aide à recruter, donc on sait qu'on comprend leurs besoins. En fait, on sent tout ça, tu vois, on a tous ces signaux-là. Et du coup, entre ça, notre conviction à nous, et juste, pas que de la conviction, mais juste ce que nous renvoie le marché, le feedback qu'on prend en milieu de formation, en fin de formation, de façon assez poussée auprès des étudiants. Et puis nous, en tant que tu vois, mentor, quand on intervient, on voit aussi quelles sont les axes d'amélioration, parce qu'on est assez exigeant là-dessus. Et on veut toujours proposer, tu vois, l'expérience d'apprentissage la plus optimale et la plus personnalisée à tout le monde. Tout ça mis bout à bout fait que à chaque fois, tu arrives à faire des ajustements. Parfois, ils sont plus ou moins grands que d'autres, mais c'est un peu comme tu vois, en design et en produit, quoi. Ouais. Parfois, tu avances, tu fais des steps qui sont plus gros, et parfois, c'est de toutes petites améliorations, mais tu continues d'avancer de façon incrémentale, donc toujours l'amélioration de ton programme. Parce que le pire truc qui pourrait nous arriver, c'est de ne pas engager, tu vois, les élèves dans la réflexion, de ne pas nous remettre en question à chaque fois, de ne pas engager les mentors aussi dans... là, tu vois, sur Advanced, on change là, à partir du batch 16, on enlève la première journée et on alloue plus de jours à la user research. Donc maintenant, il y a 4 personnes, tu vois, 4 femmes qui sont sur de la user research sur les 2 premières journées. Donc pareil, j'ai fait une proposition d'agenda et on discute autour de cet agenda-là, toujours dans une optique de co-construction et de proposer la meilleure expérience possible. Et c'est cette, tu vois, remise en question permanente et de se dire que c'est pas quelque chose qui est figé, parce que je pense que sinon, peut-être qu'on serait plus là et juste les mentors auraient droppé aussi, tu vois. Peut-être de voir que, enfin, tu vois, tu me posais la question de qu'est-ce qui fait que les mentors sont encore là. C'est vrai qu'on a une rétention assez forte de ce niveau-là, et je pense que c'est ça, tu vois, ils voient qu'on se repose pas entre guillemets sur nos lauriers, qu'on veut toujours faire mieux, toujours proposer la meilleure expérience possible, quoi. Est-ce que tu es en train de dire que les personnes qui ont fait le batch 2 devraient revenir pour faire une remise à niveau sur des nouveaux sujets? Non, mais c'est un contenu complètement différent maintenant. Ok. J'ai encore accès aux slides, non, normalement, des nouveaux cours? Il faudrait que je regarde, ouais. Mais normalement, oui. Enfin, mais non, parce qu'en fait, on a kill le Notion et maintenant, c'est sur une autre plateforme. Ah, dommage. Bon, tant pis. C'est quoi la différence avec du coup le bootcamp en dehors du fait, tu as dit que c'est sur 8 semaines plutôt que sur 8 samedis consécutifs. Ouais. Quelle est la différence? Tu vois, bon, un peu naïvement, je vais faire exprès d'être un peu bête dans ma question. Quand tu fais 8 samedis consécutifs et que les personnes travaillent dans le produit, je vois un peu j'ai besoin d'un petit rafraîchissement. C'est un peu moi je l'avais fait pour avoir un peu retirer mon syndrome de l'imposteur sur le côté design. Quand tu fais 8 semaines, ça me semble très long et à la fois très court pour apprendre des choses, apprendre le métier. Comment du coup vous faites pour enseigner en 8 semaines le métier de product designer, et comment ensuite vous réussissez à le vendre à, j'imagine, entre guillemets, à des entreprises, pour que on se dise pas juste c'est quelqu'un qui a fait un bootcamp mais qui, voilà quoi, c'est quelqu'un qui a mis 2 trucs sur Dribbble et c'est ok. Oui. Ouais. C'est une bonne question. Du coup, nous, sur la façon dont on le schématise souvent, c'est, tu vois, bootcamp, c'est pour passer de 0 à 1, advance de 1 à 2. Et après, on a un peu, tu vois, on a lancé Masterclass qui est plutôt de l'apprentissage, tu vois, en ligne, et c'est pour le côté apprentissage en continu sur des thématiques plus spécifiques, quoi. Sur Advance, notre cible, c'est assez rigolo parce que par rapport à quand toi tu l'avais fait, on voyait qu'il y avait beaucoup plus de PM que de designers. Et là maintenant, on a que des designers quasiment, quoi. Vraiment, je pense, peut-être une personne qui est PM sur le prochain batch, je suis pas sûr. Mais tu n'as que des designers. Et donc, on voit qu'il y a un shift même dans la perception de est-ce que moi, en tant que designer qui ai déjà 2-3 ans d'expérience, j'ai des choses à apprendre de cette formation-là. Et on voit que on a un bouche à oreille qui est super, qui est top, quoi. Et du coup, le mot
tu vois, se passe par rapport à la valeur ajoutée de cette formation-là, même si tu as déjà un peu même déjà 2-3 ans d'expérience, tu vois, parce qu'il y a une sélection à l'entrée sur Advanced. Et sur le bootcamp, comment ça se matérialise? En effet, c'est assez court, mais dans pareil, la façon dont on a construit le programme, on est convaincu et qu'on répond à la promesse où, tu vois, je te faisais le parallèle avec le wagon tout à l'heure où c'était genre change de vie, apprends à coder, mais pas deviens développeur. Nous, tu vas sur le site, c'est deviens product designer, quoi. Et donc ça, par rapport aux compétences qu'on leur transmet et par rapport aussi au retour que nous fait le marché, tu vois, sur l'employabilité et la pertinence, tu vois, des personnes qui ont fait le bootcamp, qui sont dans des boîtes, parce que c'est cool de faire les boîtes, mais faut aussi valider les périodes d'essai, il faut aussi avoir de l'impact, tu vois, en tant que product designer. On a des retours qui sont vraiment excellents. Et sur la façon dont on a construit le programme, en gros, tu vois, toujours, je pense que c'est le fil conducteur, mais tu vois, le côté pratique, quoi. Et c'est peut-être aussi ce qui me manquait avec mon école de commerce, de pourquoi j'ai arrêté, tu vois, le côté pas assez pragmatique, trop théorique et trop abstrait, et tu vois, j'ai pas de problème à le dire, mais bullshit, tu vois, de certaines choses, quoi. J'ai fait une école de commerce aussi, je suis tout à fait d'accord. Je crois que le seul cours que j'ai retenu, c'est je sais plus comment ça s'appelait. Ça s'appelait recherche marketing, et en fait, un jour dans mon cerveau, ça s'est allumé entre la recherche utilisateur et la recherche marketing. Tous ces cours-là ont servi, mais tu vois, jusqu'à un certain point, je savais pas, j'ai pas envie de vous vendre du shampoing, tu vois, donc ça marchait pas. Et puis quand je me suis rendu compte que la recherche utilisateur utilisait les mêmes méthodes pour, j'étais là, genre, il y a quelque chose. Ouais. Voilà, un cours sur 5 ans, bon voilà. Ça fait cher le cours. ouais. Et du coup, donc tu vois, avec le fil conducteur sur des mentors qui ont déjà de l'expérience, des choses extrêmement pragmatiques, tu vois, qu'on va enseigner sur Advanced. Et en fait, pareil sur le bootcamp, en fait. Je suis mentor, Jérémy est mentor, Julien est mentor, Gaëtan, qui du coup nous a rejoint sur la partie studio et qui a bossé pendant plusieurs années en tant que product designer chez GetAround est mentor. Et d'autres personnes, tu vois, qui nous ont rejoint dans le studio sont mentors aussi. En fait, il y a toujours cette volonté d'apporter forcément des connaissances théoriques, tu vois, sur les bases du design, mais aussi d'illustrer ça avec de la pratique. Et en fait, la façon dont on a structuré ces 8 semaines, la première semaine, l'objectif, c'est que tu comprennes ce que c'est que le product design, tu comprennes en fait l'état d'esprit adopté, que tu saches utiliser Figma pour pas être frustré dans la matérialisation de tes solutions et prototyper quelque chose en haute fidélité, que tu connaisses aussi les bases du design graphique, du design d'interface, quoi, et que tu appréhendes le modèle du double diamant, qui est en fait le modèle sur lequel on s'est basé pour structurer les 3 projets de 2 semaines sur lesquels les personnes vont travailler. Et en gros, donc à partir du moment où tu fais cette première semaine, et du coup aussi sur cette première semaine, il faut un projet zéro. En gros, on leur demande juste de faire du benchmark, de faire de la veille pour travailler leur œil visuel et de retravailler purement visuellement. On s'en fiche à ce stade-là de la réflexion UX, de la réflexion produit ou quoi que ce soit. 3 typologies d'applications. Et juste, ils travaillent le craft de cette application-là. Et ils ont quelque chose à présenter. Ils sont fiers d'avoir déjà accompli, tu vois, ce petit prototype-là à l'issue de leur première semaine. Et ensuite, on commence les choses sérieuses en semaine 2. En fait, là, ils travaillent sur une problématique fictive et on scope ça sur tout l'espace solution. Donc, c'est-à-dire qu'on a 3 problématiques qu'on a identifiées. On leur associe des critères de succès. Et ensuite, à vous de jouer sur comment est-ce que vous pouvez apporter la meilleure solution à cette problématique-là. Du coup, là, on les accompagne dans la mise en place d'ateliers d'idéation, sur faire émerger l'intelligence collective, la co-création, etc. Ensuite, une fois que tu as plein de choses sur la table, comment est-ce que tu fais pour converger? Tu vois, parce que c'est bien beau de pas s'être mis de limite et de privilégier, tu vois, la quantité à la qualité, mais derrière, il faut que tu viennes te rattacher aux différentes contraintes, tu vois, du projet qu'on a posé, tu vois, au début de kick-off. Et ensuite, tu converges, tu vois, pour les bonnes raisons, tu discutes, parce qu'ils bossent en groupe de 3. Donc, tu vois, le développement des soft skills est aussi super important sur des personnes qui viennent avec des backgrounds différents, des personnes qui vont peut-être avoir des opinions différentes. Et du coup, comment est-ce que tu fais pour instaurer un climat de bienveillance et de co-construction non, les gars, on a un objectif commun qui est de faire le meilleur produit possible, quoi, la meilleure solution possible, quoi. En gros, ce que tu vas rencontrer en entreprise. Exactement. Et derrière, ils prototypent la solution qui leur paraît être la plus pertinente. Ensuite, il y a toute une phase pour les tests utilisateurs, comment est-ce que tu fais pour préparer, tu vois, des tests, le bon protocole de test, comment est-ce que tu fais pour conduire les tests avec les différents rôles de modérateur, d'observateur, quels sont les biais à éviter. Et une fois que tu as toute la matière aussi de tes tests, comment est-ce que tu fais pour synthétiser, analyser et prioriser tes enseignements et tes axes d'itération. Et tu vois, tout ce processus-là, donc ils le font en 2 semaines. Et à la fin, ils nous pitchent un petit peu le projet en nous expliquant, tu vois, devant tout le monde, leur réflexion, leur cheminement et en quoi la solution qu'ils nous présentent est pertinente par rapport au problème qu'on avait défini au début. Donc ça, c'est 2 semaines. Ensuite, le deuxième projet, c'est on ajoute la brique de l'espace problème. Et là, on bosse pour les projets 2, les projets 3 sur des problématiques réelles de boîtes partenaires. Okay. Donc, tu vois, on a bossé avec Lydia, on a bossé avec Doctolib, on a bossé avec GetAround. Là, on bosse avec
avec Vendredi, qui est une plateforme pour engager les collaborateurs des entreprises dans la transformation un peu sociétale, environnementale, etc. Et du coup, donc sur ce deuxième projet, donc on veut, tu vois, c'est pas juste leur faire plaisir de bosser sur une problématique d'octo, mais c'est juste qu'ils aient une proximité extrêmement forte avec les contraintes dont on parlait et les piliers dont on parlait tout à l'heure, tu vois. Le côté, aller prendre, tu vois, les besoins de vraies personnes, quoi. C'est pas juste tes potes que tu as interviewés, mais c'est des gens qui sont confrontés à une problématique de relation patient-praticien. Des gens qui sont confrontés à une problématique d'investissement sur l'IDIA, tu vois. Les objectifs business de ces boîtes-là aussi, qu'est-ce que c'est? L'environnement technique de ces boîtes-là et l'environnement produit de ces boîtes-là, qu'est-ce que c'est? Et comment est-ce que moi, je viens m'intégrer dans ces contraintes-là? Comment est-ce que j'utilise aussi les composants existants avec mon design system, tu vois? Je repars pas et je réinvente pas la roue à chaque fois, tu vois. Et du coup, de là, donc, toujours 2 semaines, et on ajoute cette brique problème pour essayer de bien comprendre le problème, de bien définir le bon problème à résoudre. Derrière, ils repartent sur l'espace solution. Et ensuite, le troisième projet, autre entreprise partenaire, autre problématique réelle. Et là, en fait, on enlève les petits trous du vélo. Et ils sont full autonomes, quoi. Parce qu'en gros, sur le deuxième projet, on les accompagne, tu vois, sur les différentes journées, les différentes phases, parfois des apports théoriques qu'on illustre à chaque fois de la pratique. Et là, le troisième projet, à vous de jouer, quoi. Et c'est vraiment, on se rapproche quasi à 100% tu vois, de la réalité de ton quotidien en tant que product designer, quoi. En fait, on te donne une problématique, tu as un kick-off, et tu as globalement souvent une date tu vois, de restitution. Et comment est-ce que tu vas utiliser au mieux ce temps-là pour utiliser la bonne méthode au bon moment par rapport à ton niveau d'inconnu, par rapport à tes objectifs, etc., quoi. Et du coup, là, ils ont le choix, quoi. Et volontairement, on choisit 2 problématiques qui sont assez différentes dans la façon tu vas de les aborder, quoi. Tu en as une qui est beaucoup plus critique pour la boîte, avec énormément d'inconnus. En fait, il faut que tu passes beaucoup plus de temps sur de la phase de recherche exploratoire pour essayer de bien framer le problème. Et l'autre qui va être beaucoup plus scopé sur quelque chose de conversion, tu vois, d'un funnel. Du coup, là, en fait, tu vas pas faire d'entretien. Tu vas juste essayer de faire des tests de l'existant pour comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et comment est-ce que tu peux très vite itérer dessus, améliorer, tu vois, le parcours pour d'ailleurs le refaire tester et avancer de façon incrémentale, tu vois. Ultra concret, donc. Ultra concret. Enfin bon, je suis pas surpris puisque j'ai suivi la formation. Mais en tout cas, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, on va encore taper sur les écoles de commerce, mais là où tu as des études de cas, mais qui sont généralement un peu genre au doigt mouillé, et puis vas-y, débrouille-toi. Là, t'es dans du réel. Dans du réel, et puis tu as des personnes tu vois, des boîtes qu'on a citées, tu vois, et qui viennent te pitcher la problématique et qui viennent en fin de projet. Qui voient, qui te donnent du feedback, qui te challenge, etc. Et donc, c'est comme si tu étais, encore une fois, tu vois, chez Doctolib, chez Lydia ou dans n'importe quelle boîte, tu as du feedback, c'est comme si tu faisais une design critique ou tu avais une restitution de projet, quoi. Et après, dernière semaine, où en gros, c'est tous ces projets-là, comment est-ce que tu les mets en forme, tu les matérialises pour avoir un portfolio de qualité, qui est la première chose que tu vas montrer. Et il y a pas mal de préparation aux entretiens, il y a un accompagnement aussi individualisé assez fort avec du mentoring, etc., quoi. J'allais te poser la question du coup, l'accompagnement pour trouver un job après. Ouais. Okay. Avec le mentor, et de toute façon, on a des échanges avec eux tout au long de la formation. Et on met en place plein de choses aussi à côté pour... encore une fois, faire en sorte que l'expérience soit la plus optimale possible pour tout le monde, quoi. Je sais que par exemple, vous mettez les personnes qui ont fait Advance et qui sont là en tant que buddy pour aider les personnes de bootcamp. Exactement. Dernier point du pan formation, parce qu'on en parle beaucoup, c'est la partie masterclass dont tu parlais tout à l'heure, où là, vous êtes un peu sur un autre modèle, c'est plus de la formation en ligne, sur exactement. Des sujets spécifiques. J'ai plus les 4 en tête, mais il me semble que c'est UX Writing, Design System, Test Theater et User Research, mais plutôt Discovery. Pourquoi avoir lancé ça à côté, je veux dire, en des maths, plutôt que de faire un petit cours comme ça, par-ci, par-là? En fait, en discutant avec pas mal de gens, donc surtout des gens qui avaient fait Advanced, surtout les profils qui étaient les plus seniors, ils disaient, en fait, j'aurais trop aimé faire que cette journée. Et c'est un pattern qu'on retrouvait assez régulièrement. On avait testé un format qu'à l'époque, on avait appelé One Day sur... tu vas faire une journée de formation là-dessus. Ouais. Et ça n'avait pas forcément bien pris. Et en fait, on voyait que c'était une logistique extrêmement forte en termes juste de locaux, de disponibilité de mentors, etc. Et que c'était pas quelque chose qu'on pouvait gérer, et que sur ces contenus-là, on pouvait délivrer énormément de valeur aussi et d'expertise, toujours avec du coup des personnes qui bossent encore dans des boîtes qui sont vraiment expertes sur ces sujets-là, qui viennent te transmettre un petit peu leurs secrets. Est-ce que d'autres sujets vont arriver ? C'est pas à l'ordre du jour, non. Ok. Allez, dernière vraie question sur la partie formation. Est-ce que toi, depuis, je connais plus ou moins la réponse travaillant dans le milieu, mais depuis 2018, tu as vu une évolution du marché et comment tu le vois évoluer par la suite ? Ouais, carrément. Énorme évolution du marché. Je pense que ça s'explique par plusieurs choses. Le premier, c'est juste l'essor de la French Tech, quoi.
ça s'est un peu calmé récemment, mais je crois qu'en début d'année, tu avais une licorne qui sortait de nulle part toutes les semaines. Enfin, c'était délirant, quoi. Je me souviens de la journée où il y avait, je crois, Conto Back Market qui avait annoncé leur levée en même temps, et tu avais des boîtes qui avaient annoncé 50 millions et qui en fait étaient complètement passées en dehors du radar, etc. Donc en fait, forcément, ces fonds disponibles et ces ambitions de boîtes qui sont énormes, tu as un décalage entre leurs besoins de recrutement, et c'est des boîtes qui sont assez sensibles au design et qui ont fait du design et du produit une force différenciante. Tu as une pénurie de profils de l'autre côté, quoi. Parce qu'en fait, on n'a pas dans le système éducatif traditionnel, il n'y a pas forcément d'acteurs référents qui peuvent, tu vois, former des personnes qui sont opérationnelles rapidement sur ces métiers-là, quoi. Et donc, ouais, tu vois l'évolution entre il y a quelques années où on était encore au début de product designer UX UI, mais même nous, on le voit dans les tendances d'appellation, entre guillemets, de poste sur LinkedIn, 2, surtout dans les offres où il y avait beaucoup de UX UI. Maintenant, ça se switch complètement vers du product design. Mais c'est pas toujours pour les bonnes choses, tu vois. Parce que c'est encore des gens qui, à l'intérieur des boîtes, vont surfer sur cette tendance-là. Et quand tu lis des job desks, c'est terrible, quoi. Et donc, il faut juste que ça se traduise aussi dans la réalité des faits de est-ce que mon quotidien va vraiment ressembler à du product design et pas juste à de l'UX UI ou pas que même à de la brain, quoi. On en reparlera à la fin. Vous faites des formations tous les samedis. Et la semaine aussi avec le bootcamp. Oui, j'allais dire, et la semaine. Et en même temps, il y a un studio. Oui. Alors, est-ce que déjà tu peux nous parler du studio et ensuite me dire où est-ce que vous trouvez le temps de bosser là-dessus? Tu vois, je te parlais au début, tout à l'heure, tu vois, sur le défocus. En fait, on est tellement passionné et on voit tellement de bonnes opportunités, pas d'opportunités, tu vois, Sharks, sinon on n'aurait pas fait cette boîte-là, tu vois, d'opportunités on voit qu'on peut délivrer de la valeur et on voit qu'on peut avoir de l'impact sur plein de choses, qui à un moment donné, on s'est trop éparpillé et vraiment, on s'est cramé, quoi. Et du coup, c'est l'été dernier, on dit, ok, on pause, on prend un petit peu du recul sur qu'est-ce qu'on veut faire, et on prend aussi du recul sur qui a l'ownership de quoi, tu vois, et sur quoi on se concentre, parce que en fait, quand tu vois, dans les un peu moins de 2 ans, quand j'étais tout seul, je faisais tu vois, de la partie éducation, je faisais un peu de studio aussi, et puis je faisais un peu d'aide de recrutement déjà, quoi. Et par contre, en fait, plus ça grossit, c'était impossible pour moi de rester sur tous ces sujets-là. Puis t'es devenu papa. Exactement, au tout début de la création. Et pareil, tu vois, c'est hyper important pour moi d'avoir cet équilibre-là, et je bosse jamais de chez moi, je vois mon fils hyper régulièrement, je vais le chercher souvent à la crèche, donc super important, c'est le truc numéro 1. Et ensuite, qui est l'ownership sur quoi? Et du coup, moi, je me suis rendu compte qu'en bossant, tu vois, sur des projets studio hyper intéressants, ça me drivait beaucoup moins que le développement de la boîte au global, ou que le développement des nouveaux programmes, ou de l'amélioration continue des programmes de formation. Et du coup, moi, j'interviens pas du tout sur le studio. Justement, tu designes plus du tout, du coup? Non. Ça, c'est pas trop... Non. J'ai fait le site vitrine, tu vois, TDC, mais sinon, je fais pas de projet. Ok. Et du coup, donc ouais, le temps, on l'a trouvé dans le recrutement. Pas forcément maintenant, tu vois, on est 10. Dans le studio, il y a 6 personnes. Il y a Julien et Jérémy qui ont vraiment la majeure partie de leur temps qui est avec la contribution éducation en tant que mentor, mais qui sont vraiment focus côté studio, okay. 4 designers full-time. Et derrière, sur la partie éducation, il y a moi, il y a Paul qui est plutôt sur le partie un peu, tu vois, business manager, développement, acquisition, sourcing des profils et validation des inscriptions. Après, il y a Diana qui est là sur la partie admin et office management, donc qui gère un petit peu toute la partie admin une fois que les inscriptions sont validées, et s'assurer que la vie au bureau pour les collaborateurs et les étudiants est la plus optimale possible. Et Chiara qui vient de nous rejoindre en marketing aussi, parce que on voit qu'on a tu vois, product market fit aussi, tu vois, si on fait l'analogie entre produit et entrepreneuriat, qui est hyper intéressant, hyper fort, tu vois, à Paris. Mais tu vois, sur les communications, les événements, les articles médiums qu'on pouvait écrire, c'était à chaque fois la dernière roue du carrosse. On aurait aimé faire beaucoup plus, mais avec tout ce qu'on a à faire, c'était pas quelque chose qu'on pouvait prioriser. Et donc, elle est venue pour justement améliorer tout ça. Ok. J'avais envie de parler avec toi un peu du studio, de comment vous trouvez vos clients, etc. Est-ce que c'est pertinent d'en parler avec toi aujourd'hui, ou est-ce que... Je pense que ça sera mieux d'en parler avec Julien, par exemple. Ça tombe bien, parce que j'ai toujours voulu qu'il vienne dans le podcast, et à l'époque, il m'avait renvoyé vers Noémie, qui était du coup l'épisode numéro 2 quand il était chez Itch. Mais du coup, c'est parfait. J'ai trouvé l'argument parfait pour qu'il vienne. Donc si tu veux, on va passer toute cette partie sur le studio, en fait, quels sont vos clients, comment vous travaillez dessus et tout. Yes. Je vais essayer de faire la promesse d'avoir Julien, du coup, pour qu'on puisse en parler sur le podcast. Je le dirai aussi.
Mais t'auras je peux t'apporter des réponses, mais ça sera moins en profondeur que ce que lui pourra t'apporter. Ouais, mais que ça soit avec lui. Ouais, parce que j'ai envie de parler un peu du process, Yes. comment vous travaillez ensemble et tout ça. Et comme j'ai jamais reçu de personnes qui travaillent dans des studios, normalement c'est toujours des gens, enfin dans le product design en tout cas, je pense qu'il y a de quoi discuter et de chercher plein de choses. Bah du coup, allez, on switch complètement et on va parler de la partie des clients en fait qui vous contactent pour recruter des personnes, puisque c'est un peu la finalité de tout ce parcours-là. Tout à l'heure, tu disais qu'il y a des gens qui cherchent des product designers mais qui savent pas vraiment ce que c'est, qui cherchent plus des UI, des UX, peut-être même des web designers. Comment vous faites en fait toute cette partie accompagnement? Comment ça se passe? Tu disais que c'était un peu sous le radar. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Bah, c'est quelque chose qui est sous le radar parce qu'aujourd'hui, tu vas sur notre site ou quoi que ce soit, vous en parlez pas qu'on fait ça, quoi. Et c'est que des gens qui nous contactent soit en direct, juste à tout hasard, est-ce que vous feriez ça, ou sur le chat du site avec Intercom. La façon dont ça se passe, tu vois, aujourd'hui, je pense qu'on a quasiment une vingtaine de partenariats actifs avec des boîtes pour les aider dans leur recrutement. Ok. Tout niveau de seniorité, des profils juniors, des profils mid, seniors et même des postes de head of design. Et en fait, la façon dont on procède, je pense, ou peut-être que tu le vois, mais il y a tellement de synergie entre les différentes initiatives, tu vois. Tu vois, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vois, on est passionné, on est convaincu de la valeur ajoutée du design, et du coup, notre vision, c'est d'arriver à empower les gens, de construire un monde meilleur grâce au design, tu vois, et de transmettre le plus possible de connaissances et de compétences, tu vois, aux mains du plus grand nombre, parce que tout ce qui nous entoure, quoi, que ce soit les produits digitaux, les produits physiques, tout a été designé, tout a été pensé, et du coup, de mettre le design davantage au centre tu vois, de cette phase de conception, de mieux comprendre les gens et de designer pour eux. On est convaincu que le monde tu vois, serait meilleur grâce à ça, quoi. Donc ça peut paraître un peu bisounours, mais en tout cas c'est ce qui nous drive nous, et du coup l'éducation va dans ce sens-là, parce que tu vas former les individus qui eux vont peut-être être les relais aussi derrière dans leurs entreprises et vont participer à la création de produits qui vont impacter, on l'espère, des millions de gens, tu vois, dans leur vie au quotidien. Et le studio aussi, tu vas interagir avec des gens qui sont plutôt parfois C-level des boîtes, quoi. Et du coup tu vas aussi, tu vois, taper entre guillemets sur les têtes pensantes de l'entreprise, et du coup tu as deux stratégies. Tu vas voir les personnes qui ont fait la formation, et tu vas avoir du bottom-up, et à l'inverse, quand tu vas discuter avec le studio et de scoper l'émission, d'expliquer comment tu fonctionnes, etc., ça va aussi changer leur perception du product design, et derrière peut-être que ça va aussi être bénéfique pour toutes les personnes dans l'entreprise où la culture design sera plus établie, quoi. Et côté recrutement, pareil, les synergies entre le nombre de personnes avec lesquelles on a bossé sur le studio qui nous disent on a adoré bosser avec vous, maintenant on aimerait bien internaliser ça. Attends, on a aussi formé des gens. Aujourd'hui, on a plus de 450 alumni sur nos différentes formations. Tout ça vient se nourrir et participe à l'émergence, tu vois, et au fait d'améliorer un petit peu l'écosystème design. Et la façon dont on travaille sur la partie recrutement, c'est aujourd'hui quelque chose que je fais moi, mais donc j'aimerais bien, tu vois, on réfléchit à internaliser une personne, tu vois, qu'on appellerait career manager, et qui va vraiment aider toutes les personnes, tu vois, qui sont en recherche chez nous, tu vois, dans leur reconversion, ou juste de changer d'entreprise, quoi. C'est pas que pour des profils juniors qui ont fait bootcamp, parce que le fait de changer de boîte, c'est une brique de ta carrière en tant que designer, mais tu as plein d'autres briques que tu peux imaginer sur le côté, ma carrière en tant que designer, comment est-ce que je progresse en continu, et imaginer plein de choses autour de ça. Et donc en fait, on prend ce qui te fait reboucler ensuite sur masterclass. Comme ça, entre autres, de la tu peux imaginer plein de choses, ouais. Et puis les événements, on peut faire plein d'autres, beaucoup plus de choses sur la communauté, tu vois. Donc il y a plein de trucs à imaginer. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que donc on a une demande entrante, et on fait toujours un call, soit avec le recruteur, mais ça bascule très vite aussi avec la personne qui lead le département design dans l'entreprise, pour vraiment creuser et challenger le besoin, quoi. Parce que ça, c'est fondamental. Et tu te rends compte que la plupart des job descriptions de product designers sont identiques, mais quand tu creuses vraiment sur le quotidien de à quoi ça ressemblerait, quelles sont les forces et les faiblesses aujourd'hui de ton équipe, etc., tu vois que tu affines toujours un petit peu tu vois, ta recherche, et surtout que tu peux prioriser, et parce que tout le monde recherche la licorne, tout le monde recherche le mouton à 5 pattes, tout le monde recherche des juniors qui ont 5 ans d'expérience. Enfin, tu vois, il y a des aberrations dans les job desks. J'avais fait un article un petit peu aussi là-dessus de le nombre de personnes qui ont le retour trop junior, mais en fait, tu peux pas t'arrêter à un nombre d'années d'expérience pour définir une personne, ou de l'impact ou de ses compétences que il ou elle peut avoir. Tu vois, c'est impossible. Tu as des choses beaucoup plus profondes à aller chercher. Et du coup, de discuter avec eux et de vraiment creuser, ça nous permet de bien définir le besoin. Donc, ça les aide aussi là-dessus, tu vois, de comprendre le métier et de comprendre comment structurer une équipe. Et l'autre, derrière, la valeur ajoutée qu'on apporte, c'est que, en fait, on connaît tellement bien les gens avec lesquels on a bossé, que ce soit pendant 8 semaines ou 8 samedis,
On connaît leurs soft skills, on connaît leurs hard skills, tu vois, leurs forces, leurs axes d'amélioration, on connaît leurs aspirations en temps de carrière, en termes de carrière, pardon, et d'évolution. Et du coup, on est capable de faire un matching extrêmement fin et précis et qualitatif entre le besoin d'une boîte et les alumni qu'on a derrière ou le réseau très proche. Tu vois. On va jamais aller chasser de façon random des gens sur LinkedIn parce que c'est pas parce qu'une personne a 50 product design que tu sais qu'elle est pertinente pour ce job-là, quoi. Pour les personnes qui veulent pas faire appel à vous ou qui peuvent pas ou qui n'ont pas les moyens, etc., quel conseil tu donnerais à des recruteurs, des PM, des CEO sur ce qu'il faut chercher chez un product designer ou au moins comment se poser la question et pas chercher ce que tu disais, le mouton à 5 pattes ou trouver le trade-off pour trouver la bonne personne ou en tout cas trouver la bonne personne. Parce que je sais qu'aujourd'hui, les boîtes mettent des mois à trouver des product designers et parfois c'est juste parce que le besoin n'est pas bien posé et que du coup, la personne que tu cherchais, tu l'as déjà rencontrée, mais en fait, parce que tu attendais un truc en plus, tu l'as pas prise alors qu'elle aurait pu... C'est une bonne question. Je pense que ça dépend tellement de l'environnement dans lequel tu es, de ta taille d'équipe, de ta structuration d'équipe, de tes objectifs, de où est-ce que tu veux aller, de quelles sont les compétences par rapport à ton secteur, tu vois, entre B2C ou B2B, tu vois, genre un Algolia ou un Zenly, tu vas pas du tout rechercher le même type de skills. Et vraiment de se poser, de mapper un petit peu tous les skills, tu vois, que tu peux rechercher chez un product designer et de choisir quels sont les 5 qui sont les plus prioritaires pour avoir de l'impact le jour 1 en arrivant chez toi et sur les types de missions sur lesquelles je serai amené à bosser dans ma squad, par exemple, quoi. Et parce que les gens cherchent tout, quoi, tu vois, et de pas s'arrêter que à t'as 2 ans d'XP, mais en fait, je suis peut-être une brute en product thinking, problem solving, etc. Et en fait, c'est ce qu'il vous faut, tu vois. Ou alors, non, je suis pas assez bon en visual design, et auquel cas, c'est pas grave, tu vois, c'est pas moi. Mais en tout cas, vous cherchez déjà quelqu'un qui est extrêmement bon en termes de UI, tu vois. T'as des boîtes où quand tu creuses leur process, ils font presque pas de discovery et ils disent on veut quelqu'un qui fait full scope, qui est capable de faire de la recherche, de machin et tout. Mais en fait, la recherche, on fait presque pas. Donc pourquoi est-ce que tu vas aller chercher une personne qui est capable de faire ça alors que dans la réalité, t'en fais très peu, quoi. Très clair. J'ai eu, depuis quelques épisodes, j'ai une nouvelle question de la fin avant les ressources. C'est est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose et que je t'ai pas posée? Ou un sujet dont tu aurais voulu qu'on parle et dont on n'a pas parlé? Bonne question. Non, je pense qu'il y a un truc à creuser entre, tu vois, design et entrepreneuriat, quoi. Entre, tu vois, si on prend Double Diamant, pour les personnes qui connaissent pas, je les invite vivement à aller consulter, tu vois, les ressources et de s'appréhender un petit peu de ce modèle-là. Clairement pas quelque chose qui est figé, mais en tout cas, c'est un guide auquel tu peux te rattacher pour comprendre en fait les dynamiques de divergence, de convergence, de comprendre les différentes méthodes que tu peux avoir au sein de ces différentes phases-là et quel est l'objectif de chacune de ces phases. Je vais mettre les liens dans la description pour que les gens y fassent référence et on en avait parlé avec Jérémy Barré justement dans son épisode, mais je mettrai tous les liens dans la description comme ça si les gens veulent y faire s'y référer. Bon. Et je m'étais amusé une fois à faire le parallèle entre tu vois, le double diamant et calquer ça avec le processus pour créer une boîte, en fait. Tu vois. Et en fait, tu vois une opportunité de marché, mais tu essaies de comprendre en fait l'opportunité, tu essaies de comprendre le besoin des gens et pour définir, tu vois, sur quoi est-ce que tu veux vraiment actionner. J'aurais pu faire plein d'autres formations, tu vois, mais j'ai choisi de faire Advance parce qu'il y avait le besoin et l'opportunité de faire monter les gens rapidement en compétences, qui avaient déjà de l'expérience et qui voulaient step up auprès de personnes beaucoup plus expérimentées, qui viennent partager, tu vois, leurs échecs, leurs succès, qu'est-ce qui marche ou marche pas dans leurs boîtes respectives, etc. Et derrière, quelle solution t'apportes, tu vois, ça aussi. Ça peut être en ligne, ça peut être un format beaucoup plus long, enfin, tu peux imaginer plein de choses. Et derrière, du coup, tu converges sur quelle est la solution la plus pertinente. Et en fait, c'est un truc qui s'arrête jamais, quoi. Parce que tu vois, entre le batch 1, le batch 2, ça n'a rien à voir. Et en fait, on continue d'apporter des améliorations, tu vois, là-dessus. Et donc, il y a vraiment un parallèle entre design, je trouve, et entrepreneuriat sur la façon de réfléchir à un projet ou à un problème, tu vois. C'est juste que tu vas pas le matérialiser en interface, tu vas le matérialiser en entreprise. Mais je trouve que c'est assez fort les parallèles que tu peux faire entre ces deux univers-là. Est-ce que c'est pour ça que tu kiffes autant ton taf de CEO et sans forcément designer à côté, alors que tu parles de design à longueur de journée? Sûrement, ouais. Sûrement. Et tu disais un truc intéressant avec le taf de CEO. En fait, c'est mon quotidien n'a rien à voir avec ce que je pouvais faire avant. Il y a plein d'autres problématiques. Même entre eux, tu vois, c'est une aventure différente. Entre au début où pendant presque 2 ans, j'étais tout seul. Maintenant, on est 10. Il y a plein de sujets qui émergent et qui sont passionnants. Et ouais, je pense que
c'est sûr que ça me fait tenir, tu vois, j'adore le design et je suis là-dedans et je suis épanoui à 100% parce que je construis un truc qui a de l'impact, tu vois, sur les gens et c'est tellement gratifiant, ça demande tellement d'énergie, mais en même temps, ça t'en donne tellement, tu vois, d'aider les gens et de voir que tu as un impact sur leur vie professionnelle et même en tant que, tu vois, que personne, tu vois, ils te remercient et tu vois que tu aides des gens à trouver un taf et à se reconvertir après des moments difficiles. C'est incroyable. Top. Dernière question. Est-ce que tu as des ressources à nous recommander en dehors de masterclass, des formations The Design Crew? Est-ce que tu as des choses qui pourraient intéresser les gens qui nous écoutent? C'est la seule question que tu m'avais donnée en avance. C'est celle que je donne toujours en avance. Tu m'as posé une colle parce que je suis pas un grand lecteur du tout. Et puis maintenant, surtout, les ressources que je lis n'ont rien à voir avec avant. Donc, tu vois, sur les classiques, tu as Design of Everyday Things de Don Norman, Sprint aussi pour, tu vois, un peu l'état d'esprit et la façon dont tu peux aborder et essayer de craquer vite un problème. Tu vois, des UX collectifs, des choses comme ça, je trouve ça intéressant. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus concentré sur, enfin, tu vois, moi, avec mon rôle maintenant, de problématiques, tu vois, de management, de comment est-ce que tu communiques une vision, une mission, de faire en sorte que d'être hyper transparent sur tous ces sujets-là, embarquer les gens tu vois, dans un projet. Ce qui est hyper marrant parce que ça reboucle en fait avec ce que tu disais au tout début, quand tu disais que tu étais parti de tes boîtes parce que la vision n'était pas assez claire pour toi ou alors ça allait dans tous les sens, ou etc. En fait, ça reboucle et tu fais aujourd'hui ce que tu aurais voulu avoir avant. Ouais, et puis je me suis aussi inspiré de toutes les personnes avec lesquelles j'ai travaillé. Tu vois, je pense que c'est des choses que tu fais pas forcément spontanément au début, mais en fait, c'est juste une fois que tu regardes par-dessus ton épaule, tu fais mais oui, c'était. Enfin, j'ai appris de Rémi, j'ai appris de Yann, j'ai appris de Anne-Carole, j'ai appris de Max à fond. Enfin, tu vois, et tout ça mis bout à bout, bah. Enfin, c'est le chemin, tu vois, c'est ce que tu dis avec Design Journeys, etc. Ouais, tu vois, ce qui compte, c'est pas tout ça, l'arrivée, et c'est génial, c'est hyper riche. Et du coup, ouais, donc forcément, je me suis inspiré de plein de choses. Mais en effet, ouais, pour moi, le pourquoi, tu vois, est super important pour moi. Et je pense que c'est super important pour n'importe quelle personne, tu vois. Et c'est peut-être ce qui te fait tenir aussi quand tu as des moments un peu down et tu sais, ok, en fait, je sais à quoi je sers et je sais sur quoi est-ce que je vais avoir de l'impact. Et cette vision et cette mission me tient à cœur et j'ai envie de contribuer à cette construction-là, quoi. Et donc aujourd'hui, tu vois, donc moi, c'est plutôt sur ces problématiques-là ou sur même le futur de l'éducation. Donc la pédagogie, ça me parle beaucoup, tu vois, et je me suis jamais. Tu vois, j'ai drop, donc je me suis jamais reconnu dans l'écosystème, enfin l'environnement éducatif traditionnel, tu vois. Et donc ouais, le futur de l'éducation, ça me parle beaucoup. Et donc c'est pour ça, tu vois, on expérimente des choses en gardant forcément ce qui marche bien, tu vois, mais on essaie de toujours faire mieux. Donc je lis beaucoup de choses là-dessus. Et du coup, j'ai dû aller creuser assez loin pour essayer de trouver un bouquin ou en donner un, quoi. Et en fait, ça n'a rien à voir avec le design. Et je pense que c'est un livre qui m'a énormément amélioré en tant que personne et en tant que designer. C'est Plaidoyer pour l'altruisme de Mathieu Ricard. Ok. Et en fait, je ne saurais pas dire en détail, tu vois, tout le contenu, parce que je crois que je l'ai lu en 2016, un truc comme ça. Mais par contre, sur le côté altruisme et bienveillance, je pense que c'est fondamental, tu vois, en design. Tu sais, on a toujours ce truc de tu designes pas pour toi, tu designes pour les autres, l'empathie, le machin et tout. Mais en fait, dans les faits, il y a tellement peu de gens qui développent ces compétences-là. C'est pas parce que tu fais un test utilisateur que tu es empathique, c'est pas parce que tu as des personas collés au mur que tu fais preuve d'empathie, quoi. Mais vraiment de développer ça et de développer la bienveillance avec tes équipes, tu vois. Il y a tellement de relations conflictuelles aussi entre designers, entre PM, entre devs, de qui est l'ownership de quoi, product manager, il y a manager dans son titre, du coup il pense qu'il est manager du designer, qui a eu l'idée de quoi, enfin tu vois, et c'est tellement malsain. C'est néfaste pour chaque personne parce que tu évolues dans un environnement qui est malsain pour toi. C'est néfaste pour la boîte parce que en fait tout le monde se tire dans les pieds et du coup l'objectif commun qui est de sortir le meilleur produit avec en apportant de la valeur à l'utilisateur et in fine où tu récoltes les fruits côté business, bah, c'est pas là, quoi. Et par contre, d'être altruiste, d'être bienveillant et d'être à l'écoute du point de vue de chaque personne, de pas partir du postulat que tu as tout le temps raison et que l'autre est un con et est une conne et qu'elle a rien compris, etc. Tu vois, en fait, non, tu vois. Et je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement puissant, le questionnement, tu vois. De dire, ok, on pense pas différemment. Par contre, je respecte à 100% ton point de vue. On pense différemment, tu veux dire? Ouais, enfin, moi je sais pas. T'as dit on pense pas différemment. Ouais, on pense différemment, t'as raison, excuse-moi. On pense différemment et ça m'intéresse de comprendre pourquoi, tu vois. Moi, j'ai mes convictions, j'ai mes suppositions, mes hypothèses. Tu penses différemment, mais qu'est-ce qui fait que tu penses différemment, tu vois? Et de vraiment sincèrement s'intéresser à la personne que tu as en face de toi de façon hyper neutre et hyper bienveillante, tu vois, sans jugement, sans quoi que ce soit. Et de ça va
soit en fait la personne, tu vois, en posant des questions, en creusant, bah déjà tu es dans une posture de, t'es pas dans le conflit. Donc la personne, elle va pas se braquer, elle va s'ouvrir à toi, tu vois. Et elle va te donner plein d'arguments, tu vois, et tu vas peut-être rebondir dessus, et peut-être qu'in fine, en fait, ces arguments vont être pertinents pour toi, et ça va faire en sorte que tu vas faire évoluer ta perception, et dire, bah en fait, ouais, on va sur ton truc parce que c'est pertinent. Ou alors, bah, avec le questionnement, tu vas déconstruire un petit peu son argumentation. Et auquel cas, vous allez revenir vers peut-être ce que tu pensais, toi. Mais en fait, tu es toujours dans le débat, dans la discussion, mais de façon saine, bienveillante, en considérant vraiment l'autre. Et je pense que c'est un environnement qui est extrêmement sain pour tout le monde. Et dans la boîte, tu vois, c'est ce qu'on essaye de faire aussi. Tu vois, la transparence et la bienveillance avec tout le monde. Et dans une équipe produit, tu vois, et en tant que designer, par rapport à tes utilisateurs, de vraiment les considérer. Parce qu'il y a quand même aussi cette partie, tu vois, il faut pas se mentir, tu vois, d'ego ou de designer un petit peu diva, etc. Mais de vraiment considérer l'autre, les utilisateurs, tu designes pas pour toi, mais pour des gens. Donc ce côté vraiment altruisme est super important. Et la bienveillance dans le quotidien et dans, toi en tant que personne ou dans ton taf, tu vois, avec les différentes équipes, je pense que c'est fondamental. Et c'est un bouquin qui m'avait vraiment shifté sur moi en tant que personne. Et dans mon taf, j'avais vu une vraie évolution, quoi. Et ben encore une fois, je mettrai le lien dans la description pour les personnes qui veulent se renseigner dessus, qui veulent le commander, le lire, aller chercher sur leur libraire, etc. Yes. Si quelqu'un veut te contacter pour discuter avec toi, poser des questions, on les renvoie vers quelle plateforme ? Ils peuvent m'écrire sur LinkedIn ou sinon jordan@thedesigncrew.co. Très bien. Encore une fois, ça sera dans la description. Jordan, merci beaucoup. C'était chouette de t'avoir dans le podcast enfin et puis de pouvoir un peu discuter de The Design Crew et de tout ce que tu as apporté, de ta réflexion, etc. Merci. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. À très bientôt.